Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Mercredi dernier, entre 14h et 15h, faut qu'on en parle, consacrer l'émission sur l'éducation qui sépare les parents. Faustine Bollard était en compagnie de Daniela Lombroso, qu'on ne présente plus, et le pédiatre Aldo Naouri. Écoutons-les nous expliquer comment gérer au mieux l'autorité sur nos enfants. Et ensuite, nous écouterons Thomas, auditeur d'Europe 1, il nous parlera de son expérience. Est-ce que ces conflits ont pu à un moment remettre en question l'équilibre de votre couple? Est-ce qu'il y a eu des vrais conflits internes? Ça a pu aller loin? Oui, parce que quand ça va trop loin et que le désaccord est trop désagréable, trop difficile à vivre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pas le montrer aux enfants, mais finalement ils le sentent, ils le perçoivent toujours. Donc par exemple, quand lui commençait à crier avec une des filles et que moi j'étais derrière et qu'il sentait ma désapprobation, même si je ne disais rien, une fois l'engueulade terminée et quand on repartait dans notre chambre tous les deux, il me reprochait de n'avoir rien dit et de pas l'avoir soutenu sur cette affaire-là. Et c'est vrai que je soutenais pas parce que pour moi c'était trop dur et c'était trop excessif par rapport à la question qui était posée. Mais et donc dans ces moments-là, on continuait l'engueulade entre nous après avoir engueulé les enfants, on s'engueulait tous les deux. Et c'était des moments très difficiles au moment de crise des enfants, parce que quand c'est des périodes où les enfants vont bien, même si on les engueule un peu, c'est pas grave. Mais quand les enfants sont un peu en crise, c'est vrai que ce sont des moments où, du coup, compliqué. Dans le couple, ça devient très difficile. Et c'est le seul motif entre nous qui a pu, à un certain moment, nous dire c'est pas possible, on va pas y arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit la fonction de co-thérapeute de l'enfant. L'enfant est un individu dont la présence est telle qu'en définitive, alors qu'il devrait être normalement un réparateur, il est un séparateur parce que chacun s'en empare pour pouvoir éventuellement se réparer lui-même. Et quand il y a conflit, ce conflit-là est vraiment la réussite de l'enfant, parce que il a réussi à mettre chacun des parents face à l'autre, mais dans le fin fond de lui-même. Et quand vous sortez de votre crise de couple, chacun de vous deux a changé. Voilà. Et a en progressé. Voilà, et du coup le couple se sent renforcé. Exactement, exactement. Alors, je voudrais qu'on prenne tout de suite Thomas qui est dans cette situation pour qu'on voit directement avec un exemple concret. Thomas, bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors en ce moment vous vivez cette situation, vous êtes en vrai conflit permanent avec votre femme. Expliquez-nous quels sont les domaines qui vous opposent. Bon, c'est un conflit, c'est vrai, très très fréquent, mais bon, on n'a encore pas non plus à se poser des questions dramatiques. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai depuis la naissance de mon fils, donc il y a maintenant 2 ans, on a malheureusement des rôles, on va dire assez répartis, c'est-à-dire qu'elle est là pour un petit peu mettre le cadre et je suis là pour le faire jouer, pour l'amuser, et puis quelque part moi ça me convient bien. C'est vrai que je me planque un peu derrière elle pour lui laisser cette partie un peu ingrate et petit à petit ça la fatigue énormément parce qu'elle a toujours l'impression d'avoir le mauvais rôle et elle voit bien quoi. C'est un peu bizarre, mais elle voit bien que je suis plus présent quand il faut jouer, rigoler, et puis qu'à la limite je laisse un petit peu plus faire ce qu'il a envie. Puis elle est obligée derrière de recadrer parce que comme elle est à la maison, elle a pris son congé maternité pour s'en occuper. Elle voit bien que les journées avec le petit sont très difficiles. Il a quel âge votre fils, Thomas? Il a 2 ans. Il a 2 ans. Alors juste restez avec nous, Thomas. Oui. Thomas tout de suite souligne quelque chose de très important, c'est-à-dire que moi, alors vous allez me dire quelque chose de dingue, mais vous allez me dire que je suis peut-être un peu réac, mais à l'époque pour moi les papas c'était l'autorité et la maman la douceur, et on a l'impression que ça y est, c'est l'inverse. Non. C'est une erreur de formulation. Ah bon? C'est-à-dire que le papa là qui joue avec son enfant qui a 2 ans, il est l'autorité. C'est-à-dire que la maman qui, elle, dit et vient serrer la vis, elle est la maman. C'est-à-dire que le marquage de la vie intra-utérine de l'enfant fait que de toutes les façons, sa mère est une personne qui dit oui à tout. C'est-à-dire, elle lui a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il vienne au monde, et ensuite elle s'est occupée de lui, et il y a entre eux une communication directe et extraordinairement fiable. Quand maman sévit, elle ne dit pas oui. À partir de ce moment-là, à l'intérieur de la psyché de l'enfant, ça s'inscrit, ça c'est pas du maman. Elle est comme ça à cause de qui? À cause de papa. Ça va être versé au compte de papa.
Donc c'est pareil en fait. Ça ne pose pas de Donc problème. finalement, c'est une preuve d'autorité du papa de voir la maman dire non. Non seulement c'est une preuve, mais j'écris même qu'il est fondamental que l'autorité soit dite par la mère. Pourquoi ? Parce qu'elle est dite dans un langage qui est commun à la mère et à l'enfant. Tandis que le langage du père est totalement étranger à l'enfant. Un père, quand il s'adresse à son enfant, si vous voulez, pour que la communication authentique puisse se produire, il est fondamental que la mère mette des sous-titres. Parce que, si vous voulez, l'engrammage dans le cerveau de l'enfant pendant la grossesse ne se fait que sur le corps et la voix de la mère et la manière de penser de la mère. Oui, mais je comprends ce que Alors, peut ressentir c'est la bien. femme de Thomas qui dit dans ce cas-là, moi j'ai toujours le mauvais rôle. Parce qu'elle pense qu'éventuellement son enfant va la mettre comme celle qui a le mauvais rôle. Alors que son enfant, automatiquement, la préserve en tant que mère, n'altérera pas d'une seule once l'amour qu'il lui porte et l'attachement qu'il lui porte, et au contraire, tout ce qui lui paraîtra négatif du côté de elle, sa mère, il le mettra du côté du père, même si ce père joue avec lui. Voilà, c'était mercredi donc entre 14h et 15h. Faut qu'on en parle, consacré une émission sur l'éducation qui sépare les parents. Deux invités, Daniela Lombroso et le pédiatre Aldo Naori. Laurent Ruquier, déjà l'esprit en vacances avec les chroniqueurs, car il est question de tongs ce matin. Effectivement, vous la mettez une fois, vous l'achetez, votre tong. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Quand tu veux l'acheter, elle est encore très bien. Bah oui. Et non, justement, ça évite la transmission des maladies, les problèmes. Combien il faut en acheter de paire alors ? Autant que vous voulez. Parce que toujours plus de déchets et allons-y. Par exemple, la taille M de leur tongue ne coûte que 60 centimes d'euros la paire. Voilà, alors, je vais pas vous dire que c'est la plus jolie tongue qui soit, évidemment, mais voilà, ça vous sert. Si t'as 60 centimes d'euros, c'est que c'est 4 francs par jour de tongs, c'était horriblement cher. Vous ne mettez pas des tongs tous les jours. Si, moi oui. Mon mari en est fou. Au hammam, dans les saunas, en thalassothérapie, à la piscine. Oui, mais ça a toujours existé, les petites savates qu'on me donnait dans Oui. Même, je vais te dire, chez les pédicures. Attention, ne confondez pas, il y a évidemment des tongs qu'on peut trouver dans certains instituts, des thalassos, voilà. C'est pas tout à fait des tongs, d'ailleurs, pour la plupart du temps, ce sont des chaussons en tissu. Et effectivement, elles ne servent pas qu'une fois, d'ailleurs, vous pouvez les mettre plusieurs jours, elles sont à vous et vous les jetez quand elles ne sont plus utiles. Là, la tongue, elle est à usage commun, c'est-à-dire vous pouvez tous en acheter, c'est pas seulement dans un institut. Et puis vous la portez une fois, hop, vous l'achetez à la fin de la journée, c'est quand même formidable. C'est scandaleux. Comment ça, c'est scandaleux ? C'est scandaleux, c'est pousser à la consommation pour rien, comme dit Stevie, ça fait des détritus épouvantables. Bien sûr, mais je suis ça n'a aucun intérêt. On est tous de cet avis, il y a que lui qui dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment on n'y a pas pensé avant? Je croyais que c'était un nouveau traitement de la tuberculose. Non, mais il est extraordinaire. Comment on n'y a pas pensé avant? À jeter sa tombe. Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo. Mais quelle beauté! Isabelle Motro. Oh là là. Philippe Alfonsi. Jean Benguigui. Et Gérard Miller. Oh alors là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors là, Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qui lui arrive, Tout le monde est en beauté. Faut voir Christine, elle a perdu 20 kilos, on a l'impression. Elle est en t-shirt. Non, mais bras nus. je pensais avoir un ami merveilleux avec Laurent Ruquier. Et tout à l'heure, je revois mon vieux Benguigui, mon vieux frère. je t'en prie. Non, mais mon vieux frère des années difficiles, Bien sûr, de mes années difficiles. À l'époque où vous n'aviez pas à manger, mais où vous grossissiez quand même. Voilà. Mais elle a toujours eu à boire. Et là, il me dit, qui est cette jeune fille? Parce que,
il me voit arriver avec des lunettes de soleil. Et à ce moment-là, Laurent lui répond, il faut changer de lunettes. Non, il parlait peut-être de tes lunettes. Oui. Non, Je ne parlais pas de l'aspect physique. Quand il a dit jeune fille, c'est à votre virginité que je pensais. Et je me disais quand même... Tu sais, à force, ça repousse. Hein. Oui. J'allais dire que j'étais reconnue vierge. Voilà, mais oui. Qu'est-il arrivé au Premier ministre portugais? Car il est temps quand même d'aborder les questions d'actualité du jour. Premier ministre portugais, José Socrates, alors qu'il était à bord d'un avion, il a déclenché une polémique. Il a fumé. Il a fumé, bonne réponse de C'est Christine vrai Bravo. Voilà. Eh oui. d'avoir bien répondu. Ah, mais alors, comme disent les gens, à question con, réponse con. Hein. Non, mais attends. C'était un avion portugais? Oui. Alors qu'est-ce que ça change Ben non, mais parce qu'aux États-Unis, le mec il serait arrivé menotté, il aurait été jeté en prison. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé? Le chef du gouvernement portugais a présenté des excuses publiques et il a dû s'engager à arrêter de fumer, tellement ça fait un scandale au Portugal. J'ai fumé, en effet, a-t-il déclaré, avec les ministres de l'économie pendant que nous discutions. J'étais convaincu que nous pouvions fumer comme nous l'avons toujours fait dans les voyages précédents, a déclaré monsieur Socrates au journaliste portugais qui le suivait dans un voyage officiel. Ils allaient jusqu'au Venezuela et ces propos, évidemment, ont été rapportés dans la presse jeudi. Il y a eu une vraie polémique. Voilà, j'ai été convaincu de ne violer aucune loi. Voilà. C'est un avion privé. Mais non, c'est l'habitude de voler dans des avions privés, ça. Mais oui. Puis il fume la morue aussi beaucoup. C'est n'importe quoi. 45 secondes. Il a fallu 45 secondes. J'attendais la première morue. évocation du Portugal et de la morue. Et maintenant, si ça parle ça, parlons-nous des poils. Alors, les poils portugaises. Allons-y. Arrivera l'autre avec sa... Et on va parler après on va parler de Lio et tout ça. Linda des Chuchas et de Lio. Il y a bien quelqu'un, vous ne pouvez pas accuser de lusitanophobie, c'est bien moi, parce que s'il y a quelqu'un ici, de nous 7, qui aime le plus le Portugal, c'est Bibi. On est 6. On est 6. Il est bourré dès le matin. Tu vois, pris en flagrant délit. Non. Mais c'est pas S'il y a bien quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher de ne pas aimer le Portugal, c'est vous, mais les Portugais, vous les détestez. Pas du tout. Pas du tout. Ça, j'adore ce Mais pays. oui, C'est bien voilà. sûr. Et la morue, alors croyez-moi, j'adore ça. Mais oui, mais c'est bacalao, nabrasa, abrasa, et voilà. Et je sais tout ce qu'il faut manger et tout ça. D'ailleurs, je vous ai emmené aussi, d'ailleurs. Nous avons passé un séjour merveilleux ensemble. D'ailleurs, je vous ai emmené au Portugal. bien sûr. C'est moi qui vous ai fait visiter et connaître le Portugal Mais en oui. plus. Alors franchement. Et on était heureux là-bas. Ah, franchement. C'était il y a longtemps. C'était pendant la Coupe du Monde de football. Ouais, exactement. Oh. Tiens, justement, qui a Quel bon déclaré, je souvenir. conseille aux filles de remettre leurs petites culottes. C'est Un joueur de Lio. foot, donc. Non, Lio, Lio, bonne hier. réponse Oui. de Christine, bravo. J'ai regardé hier aussi. Ah ouais, qui a Ah oui. été éliminé Oh, c'est alors un scandale absolu. Une petite merveilleuse, une chanteuse magnifique, Ouais, vas-y, peut-être comment la elle meilleure, s'appelle Lucille. Voilà. Ils l'ont sorti, le public. Mais enfin, public, qu'est-ce que Mais vous c'est parce que faites c'est un concours de petites culottes, effectivement, à Lio a l'envers. précisément dit, je conseille aux filles de Ouais. remettre leurs petites culottes, c'est avec les oreilles qu'on écoute la Mais musique. bien sûr, il y a Qu'est-ce que les... que ça veut dire Ça veut Parce dire que que les Benjamin, jeunes filles... elles sont... Ça veut dire que les jeunes filles, elles votent énormément pour les jeunes garçons. pour les mecs, oui. Et effectivement, les filles n'ont pas beaucoup de chance dans cette compétition. Écoute, moi, je me suis beaucoup attaché à cette émission. C'est mon épouse qui m'a dit, qui a regardé il y a 2 ans, 3 ans, j'ai dit, tu me fais chier avec tes conneries. Et un jour, j'ai commencé à regarder. Et puis, comme c'est un jeu, et que j'adore les jeux, et que je vois qui gagne, qui perd, c'est comme du sport. Et je trouve que cette année, il y a un casting absolument formidable. Jules Les est gosses très sont sympathique, doués. très mignon, Très Jules. mignon. Très sympathique. Et la Lucille, moi, et hier, vous vous rendez compte où j'en suis d'aliénation totale, et je me dis quel compte aurait pu téléphoner quand même. Moi, vous vous rendez compte ce qui se passe dans ma tête? C'est pas possible, parce que je vais pas jusqu'à téléphoner, je regarde. Mais c'est l'année prochaine. Ah non, tu il y a- verras. Moi, je l'ai déjà fait. Tu as déjà téléphoné? Moi, je l'ai déjà fait. Non. Oui, Des années précédentes, j'ai déjà pour voté. Sylvie moi. Sander, tu as Mais voté. non, non. Non, tu as fait ça. Ah oui, j'ai fait ça. Et moi, j'ose pas encore. Pour tu vois. qui Je suis Je pas me souviens libéré. plus à l'époque, on les a oubliés, ils sont morts déjà depuis. Non, mais cette petite, elle est, je vais lui écrire, moi. parce que On va monter un peu le niveau de cette émission, oui. ça Ah, serait Gérard, bien, oui, oui. ah, vous alliez intervenir vous aussi Non, sur je le voulais juste sujet. te dire que je comprends que des gens très jeunes qui n'ont pas envie encore de vie sexuelle ou des gens très vieux qui n'en ont plus regardent ces émissions, mais les autres qui sont dans la force de l'âge n'ont rien de mieux à faire avec leur épouse Mais tu le sais qu'on soir. peut faire plein de choses en regardant la télévision. C'est vrai? C'est même Ah pas ouais. pour ça que j'étais tellement occupé que je n'ai pas téléphoné. J'ai seulement Regarde, regardé. chérie, regarde Jules pendant que je... Voilà, hein, c'est Voilà. ça. Mais bien Ah sûr. là 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 Et là. Amandine pendant que, voilà. Oui. Moi, je préférais quand on parlait du Portugal, Benjamin. finalement. Et Benjamin. Benjamin Sixou.
Il est bien. Oh, il Moi, est il me bien. laisse entièrement froid. C'est pas cher. Alors attention. Là, la réponse, normalement, elle devrait fuser. Parce que c'est pas, comment on appelle ça dans ces cas-là, une question ouverte, c'est une question fermée. Fermée. Vous savez que Justine Henin, la championne de tennis belge, a décidé de prendre sa retraite, certes prématurée, mais sa retraite. Ça veut dire que dès lundi prochain, c'est une autre jeune femme qui va prendre la tête du classement mondial féminin, qui, lundi prochain, sera la numéro 1 mondiale. Justine est 2. Non, écoutez, vraiment. C'est une russe. C'est une russe. Non, ne fais pas d'humour, c'est pas ton métier. Et le tennis non plus, c'est pas mon métier. Qu'est-ce qui Mais qu'est-ce qui est ton métier? On se demande. Alors, c'est une russe. C'est une russe. Maintenant, faut quand même me donner son Golovin, Tatiana. Mais non, elle est française, Tatiana Golovin. Eh ben oui. C'est ce qu'on cherche, là, une Française. Non, oui, mais une une Française Russe. numéro 1 mondiale, quand même. Ça se saurait. Vraiment. Kuznetsova? J'arrive pas à le dire. Vous voyez, vous connaissez rien. Mais c'est pas, je connais rien, je l'ai sur le bout de la langue, mais cette éviction de la petite hier soir m'a foutu complètement en l'air. Je m'excuse, je suis en deuil. C'est pas la première, hein, Justine Henin, comme ça, à devoir abandonner le tennis prématurément. Hein. On se souvient que c'était quand même arrivé à Martina Hingis, qui était partie très jeune, qui avait tenté un retour, hein, mais voilà, ça s'était pas très bien passé. Elle avait 22 ans, hein, Martina Hingis, quand elle a arrêté. C'est vieux déjà. Et la petite, quand elle était poignardée, elle avait arrêté aussi. Après, elle n'a pas jamais pu Monica revenir. Seles. Monica Seles aussi. Ouais. Elle est revenue après pour avoir les fourchettes, mais Gabriela Sabatini, 26 ans. Elle a arrêté à 26 ans, Gabriela Sabatini. Et vous avez Clijsters aussi qui a arrêté à 24 ans. On écoute un peu quand même les arrêts jeunes. C'est dingue. Celle qui a tenu le plus longtemps, c'est Martina Navratilova, qui a continué à écumer les cours jusqu'à près de 50 ans. Elle, on est content. Quel homme. Et en plus, on n'a même pas le nom de la numéro 1 mondiale de tennis. C'est pas fort, hein. C'est une russe. c'est une très jolie fille, blonde, mince, hein, droitière, hein, qui joue souvent avec Dont le père s'appelle Igor. Voilà. Bon, alors écoutez. Qui c'est? Je vais quand même essayer de vous aider. Son prénom, c'est Maria. Mais elles s'appellent toutes Maria, en fait. Non, attends, Maria. Maria. Elle a 21 ans. Elle devient numéro 1 mondial lundi prochain. Moi, j'ai sur le bout de la langue. Enfin, j'aimerais, mais enfin, oui. C'est fini en Lova, en Ova. Ah, bravo. Mais oui, j'ai lu, je l'ai, le nom, là, je l'ai, là. Ivanova, Je l'ai. Maria. Kaskalova. Non, Maritinova ou un truc comme ça. Jutilova. Maminova. Maminova. Maria Maminova. Telenovela. Non, mais alors, alors ça commence par quoi? Alors, je vais faire, La je vais le faire première sous lettre. forme de charade, évidemment. Vas-y. Alors, mon premier fait parfois danser les souris. Mais non, chat. Chat. Mon deuxième est une mauvaise réponse de Christine Bravo. Sharanova. Sharapova. Sharapova. Bonne réponse de Jean Benguigui. Eh ben, dis donc alors, pour en arriver Mais jusque-là. mais écoute, je suis troublé. Oh. Maria Sharapova, vous pourriez le savoir. Oui, Maria Sharapova. Je l'adore. C'est elle qui devient la numéro 1 mondiale. Et Mauresmo, elle est combien, notre pauvre Oh, fille? Mauresmo, là, elle est avec Richard Gasquet en train de Et pourquoi compter. ils Avec Richard Gasquet. Non. Tu savais pas? Ça pourrait, remarquer. Ça pourrait. C'est très possible. Mais non, justement, ça pourrait pas. Ça pourrait pas. Bon, en tout cas, je sais pas, moi j'ai pas de nouvelles d'Amélie Mauresmo, qu'est-ce que je vous demande? Elle va faire Roland Garros quand même, hein. Ah oui? Faut se Tandis dépêcher. que Richard Gasquet, on ne sait pas. On Il ne est- sait il est pas. en méforme, Il déprime. Lui, il va peut-être arrêter à 17 ans et demi, le tennis. Pauvre Gasquet, mais c'est quand même terrible. Il était bien parti, ce garçon. Et les animateurs radio ou télé, vous arrêtez vers quel âge, vous, à peu près? Ben, je vous annonce ça le 15 juin, Gérard Miller. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Allez, d'autres questions. Si je vous dis qu'un robot Honda a fait ça pour la première fois mardi soir, qu'a-t-il fait? Oui, Jean Benguigui. Comment on allait m'appeler? Jeannette Benguigui. Il a dirigé un orchestre. Il a dirigé un Vous levez le orchestre. doigt maintenant pour répondre dans cette émission, ça m'a troublé. Ben oui, mais moi, je suis de la vieille école. Je pense qu'il a dirigé un orchestre symphonique. Il a dirigé un orchestre symphonique. Excellente réponse de Jean Benguigui. Bravo.
L'orchestre symphonique de Détroit avec le violoncelliste Yo-Yo Ma. La technologie était époustouflante, c'était fascinant à voir, s'est exclamé le tromboniste Randall Oz. Un tromboniste, c'est quelqu'un, Isabelle Motro, qui... Trombone. Elle est bien, hein. Cependant, ce tromboniste pense que le robot ne pourra jamais quand même remplacer un chef d'orchestre en chair et en os, car nous réagissons par rapport à lui, mais lui ne réagit pas par rapport à nous. Il le fera, il le fera. Ah oui? Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que si l'orchestre n'est pas en mesure, tu penses que le robot pourra rattraper? Mais bien sûr. Ce qui est génial, c'est qu'il tourne le gazon aussi. Et En même temps, c'est tout, il fait pas d'autres trucs. Parce que Attendez, moi, je suis la nouvelle célibataire en ce génération des moment. robots est extraordinaire. Vous avez vu les nouvelles générations qui sont en train de préparer. Évidemment, préparer le café, c'est le b.a.-ba. Il viendra te servir, il viendra aborder tes enfants, il viendra leur raconter une histoire. Il fera tout. Et peut-être même plus, si affinité. Ah là là. Moi, je ferais bien test robot comme métier l'année prochaine. T'en es là, ma pauvre fille. Pourquoi vous voulez un robot? Moulinex libère la femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un Mais robot? je me pose, puisqu'on parle, on parle justement de ce qui est moderne. Il y a des poupées gonflables de plus en plus perfectionnées. Et est-ce qu'il y en a maintenant pour les femmes? Parce que j'ai des sex machines, bien sûr. Moi, j'ai Robert à la maison, bien sûr. Bien sûr. On m'a offert ça pour mon anniversaire. Ah oui. On m'a offert un homme gonflable. Ah oui. Donc ça existe. Vous avez eu un homme gonflant pendant de nombreuses années. Ça change un peu. Il va être content. Heureusement qu'il est autour d'Italie. Et tu t'en sers ou pas, Christine? De mon ton ex. Non, de ton actuel. Mon ex. Non, je m'en sers pas, mais alors c'est extraordinaire Comment, parce que mais tu t'en il sers, faut que t'as tu pas à le saches dire. faut que tu saches que les poupées gonflables femelles sont magnifiques, avec des gros nibards, des grosses bouches. Enfin, elles sont assez avenantes. Et alors les mecs, ils mettent des gros moustachus immondes. Je sais pas pourquoi. Pour les nanas, c'est les hommes gonflables sont absolument d'une. Ah, t'as pris la série Camionneur. Il y a d'autres séries. Il y a la série Starac. Il y a d'autres séries. On a un boys band. Fallait prendre la série gay. Et un boys band, c'est bien. Alors, il y a une publicité, là, enfin, pas plus qu'une publicité, un slogan qui met le feu aux poudres. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce slogan. C'est Jean-Paul Puerto Salaver, le PDG, qui gère 260 agences de location de véhicules, qui l'a lancé. Est-ce que vous êtes capable de me dire exactement quel est ce slogan qui fait la... pipi. Non, pas du tout. Les pauvres sont dégueulasses. Ils polluent. Les pauvres sont dégueulasses, ils polluent. Bonne réponse de Christine Bravo et Jean Benguigui et Isabelle Motro. Isabelle Motro, pas vraiment. Hein. Oh, si. Les pauvres sont dégueulasses, ils polluent. C'est de la provocation. Il va de soi que le PDG du CAR n'avait pas envie de s'attaquer aux personnes qui n'avaient pas d'argent, mais au contraire de s'attaquer aux décisions gouvernementales en leur faisant signe, en leur disant « Dites donc, plutôt que d'aider ceux qui ont déjà des voitures neuves et qui ne polluent pas, est-ce que vous ne feriez pas mieux de faire renouveler le parc automobile des 15 millions de Français qui ont des voitures qui ont plus de 11 ans, car ce sont celles-là qui polluent et qu'ils n'ont pas d'argent pour les remplacer. C'est cela qu'il faut aider, pas les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? C'est un slogan provocateur à la Charlie Hebdo. Si lorsqu'on lit, je l'ai pas vu cette pub, je dois dire, mais si on voit la pub et qu'on comprend tout ce que vous venez d'expliquer, il y a évidemment rien de choquant. Le seul problème, c'est écrit sous le slogan. Les pauvres sont dégueulasses, ils polluent, écrit en gros. On a un peu moins gros, mais assez gros quand même. Il est écrit le droit à la voiture propre pour tous. Non, parce que le problème, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne voit pas cette petite phrase en dessous. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très choquant parce que les gens prennent tout au premier degré, tu sais très bien. Et donc, si toi, tu dois t'approcher pour lire la phrase explicative, non. Ce qui est amusant dans un slogan comme celui-là, comme la majorité des Français aujourd'hui sont pauvres, parce que la classe des riches se diminue tous les jours quand même. Bon, ça veut dire que les gens prennent ça dans la gueule au premier degré. C'est vrai qu'on finit par se sentir seul. Voilà. Donc je trouve ça assez amusant, en fait, un slogan provocateur comme ça qui s'adresse à une majorité de population. Non mais en plus c'est tellement provoquant que tu peux pas faire autrement que tu regardes. C'est pas possible. Tu regardes d'où ça vient. Ouais. Mais enfin, tout ça a pris des proportions. J'écoutais un débat hier sur une radio. Non, faites tout, vous, la nouvelle star, les débats. Plus aucune vie. Aucune vie. La radio. Et le mec en était à faire un resto, genre les garagistes du cœur, comme les restos du cœur. Donc ce type est parti
il essaye de rattraper son coup avec un surplus d'humanité, un surplus de générosité et un surplus de progressisme qui est un peu douteux, à mon avis. Bon, donc c'est un coup de pub plus qu'autre chose. Gros coup de pub, bien sûr. Christine Bravo, Gérard Miller, Jean Benguigui, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi. Vous applaudissez, bravo. C'est vrai qu'elle est en forme, notre Christine Bravo. Elle est magnifique. Je vais vous dire, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années ou presque qu'on travaille ensemble. On se connaît depuis plus, mais on travaille ensemble on se connaît depuis 20 ans. Et je n'ai jamais entendu autant de compliments sur toi que depuis 3 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas. Les gens te trouvent changé. Mais arrête, tu vas me déprimer. Moi, j'aime quand les gens me détestent. Oui, mais les gens te trouvent changé physiquement. Mais tu me fais peur. Ah, mais je te le dis. Ça veut dire que je mollis du cerveau. Pas du tout. Ah non, c'est qu'on vous a pas dit comment vous étiez pendant 12 ans. Non, elle est superbe. Elle est physiquement superbe, elle devient indispensable. Quand tu commences à devenir aimé par tout le monde, c'est vachement inquiétant. Mais je suis d'accord. C'est-à-dire que tu n'as plus d'aspérité. Non, mais t'as encore de la marge. Tu n'es plus rien. Tu dis encore ça de la à Gérard, marge. qui a Par beaucoup exemple, de toi, marge, Miller. merci. Ah oui, toi, Gérard, t'as encore de la marge. Moi, Christine, je trouve qu'elle a une poitrine magnifique. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle est en Fais-moi beauté. montre-moi. Non, il y a longtemps que je vous ai pas fait un truc plus barre. Elle le faisait bien avant, tu te souviens? Non, c'est vrai que c'est incroyable. Il y en a une qui nous a jamais montré ses seins dans cette émission. Ah oui, ça y est. C'est Isabelle Motro. Depuis tout C'est à la l'heure, seule dont on connaît pas les seins. Ne dis rien, reste dans Parce ton qu'on a vu les seins de tout le monde. Ah bah, je veux dire, de tout le monde. Christine O'Krent aussi? Ah, Christine O'Krent, ça a été la première. Christine O'Krent. Au Quai d'Orsay, elle montre des trucs maintenant. Elle fait des trucs incroyables au Il n'y Quai a d'Orsay. aucune affaire de Christine qui nous soit étrangère. Elle les avait déposées sur la table, alors parce que elle en a pas. Bon, Daniel Evenou, n'en parlons pas. Daniel Evenou, Valérie Mérès. Claude Sarraute, on l'a vu aussi. Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, Ah bah, tous les Mergo, jours. bien sûr. Il y a que Motro. Et comme Motro, si tu montes tes seins, je monte mes fesses. À la radio, en direct. Et tu crois que ça va me convaincre? Ne faites pas de surenchère. T'es dingue! Non mais on sent la fin de Je l'année. ne les montrerai pas. C'est magnifique. Aucun danger On sent maintenant. la fin de Vous allez l'année. voir au cinéma bientôt. Ah, on va voir vos fesses C'est au pas vrai. cinéma. Ah oui. Dis-nous Goodbye. quel film T'as joué nu? J'ai joué, non, je joue un film où je montre que comme c'est très agréable d'être circoncis. Donc Tu te fais circoncire? Non, pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis déjà circoncis. refais il y a longtemps. circoncire. Non, je montre à quelqu'un qui n'est pas circoncis, qui veut se circoncire. En l'occurrence, Gérard Depardieu, un film qui s'appelle Hello Goodbye, qui va sortir dans quelques mois. Et je lui montre, regarde, mais c'est vachement bien, n'aie pas peur et tout. Donc, on n'a pas fait de face, évidemment. Il y a pas assez de place, tu vois. Alors, donc la caméra est derrière moi et on me voit le derrière. Je l'ai vu au rush. C'était Et la réaction de épouvantable. Depardieu devant ton engin, c'est quoi? Alors, il m'a sauté dessus direct. Alors, je te raconte pas. Et je lui dis non, pas dans le travail. Bon, Non, Isabelle, mais donc il n'y a aucun espoir pour nous, alors. Ah non. Non. Bah non, là, non. C'est pas possible. non, mais on devine des choses quand même. Vous avez vu Philippe Alfonsi, il réclame rien, mais dit il rien, mate. mais- Lui, Voilà, moi je regarde. Lui, Exactement. ouais, c'est un mais amateur. très Regarde l'œil qui s'allume. Regarde l'œil qui s'allume. Il a une petite érection, mais... Oh là là. Allez, une les tables autre sont bien question, plus politique celle-là. Où aura-t-on l'occasion de voir pendant au minimum, écoutez bien, au minimum une 50aine de minutes, Olivier Besancenot et Jean Sarkozy ensemble? Au concert de NTM. Non, ils seront beaucoup plus proches que ça l'un de l'autre. C'est un concert, Une émission en effet? Pardon? Une émission? Et non seulement ils seront ensemble, mais en plus ils se battront pour la même chose. Ah bah c'est alors dans une émission de TF1 pour une bonne cause. Du tout. Le genre ne m'a C'est à Neuilly. Non. C'est eux en chair et en os? Oui. Chacane? Non. Olivier Besancenot. Au football. Ils vont se rencontrer au football. Alors? Ils doivent jouer l'un contre l'autre. Pas l'un contre l'autre. Non, là, dans une la équipe même de Neuilly. Alors pas dans l'équipe de neuf. Non, dans une équipe. Ah, ça sera amusant, le Non, parce qu'ils facteur travaillent à est- Neuilly. Je sais pas moi. Non, ils vont jouer ensemble dans un Une match de équipe, charité. Voilà. oui, Dans un match de charité. Bonne réponse de Jean Benguigui. On vit quand même une époque formidable. Un match caritatif Voilà. au profit de l'association France Alzheimer. Un match qui opposera le Variété Club de France à une sélection politique. Dans le Variété Club, vous aurez le sélectionneur Raymond Domenech, mais aussi Patrick Bruel, Thierry Roland, Laurent Blanc, Basile Boli. Face à eux, une sélection politique, parmi lesquelles, écoutez bien quand même, ça risque d'être rigolo, Olivier Besancenot, François Hollande, Jean-Paul Huchon,
Jean-François Lamour, Bernard Laporte, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Ah non, elle est dans les gradins, Roselyne. Et Jean... Quel farceur. Et Jean Sarkozy. Jean Sarkozy. Et Pierre Sarkozy aussi, le frère du président de la République. Très bien. Alors ça opposera donc la France à l'Alzheimer, c'est ça, France à l'Alzheimer. Et personne se souviendra jamais du score. C'est le 20 mai prochain à Charletti. Donc ça va lui faire drôle à Besancenot quand même. Juste après Drucker, Sarkozy, même si ces gens... Et Besancenot qui passe à Sarkozy qui centre, qui remet 1-2. Ouais, Besancenot qui marque sur passe de Sarkozy. Non, c'est formidable. Ils n'ont pas le même âge. Comment ça, ils n'ont pas le même âge? Besancenot a 32, 33 ans. Jean Sarkozy doit courir plus vite. 25 ans, 26 ans. Non, mais ils sont dans la même équipe. Sur la même équipe. Ça va être quelque chose. François Hollande en short, genre. Mais Huchon, c'est pire, hein. Je sais pas si tu vois. Ah oui, c'est Raymond Barre en jean, hein, ça. Raymond Barre est mort, Christine. Ah bon? Tu aurais pas dû lui dire comme ça. Ça va lui faire un choc. Je suis plus très crédible quand j'annonce le décès de quelqu'un, mais là, je confirme. C'est vérifié. Raymond Barre est mort. D'accord. Voilà. Et donc, on fait pas de plaisanterie sur Raymond Barre en jean, vous voyez. Et d'ailleurs, il en portait des jeans, Raymond Barre, tout autant que les autres. Vous savez, le week-end, les hommes politiques sont très décontractés. Hein. Ça allait bien, mon Raymond, le jean. C'est vrai? Oh, il était bien. J'adorais quand je vous emmène à Saint-Chéron, dans l'Essonne, car demain et dimanche... Ah bah tiens, on devrait y aller ensemble, Isabelle Motro. Oui, parce que... Et moi? Ah, bah vous aussi, si vous voulez. Jalouse. Et moi. Mais vous serez moins surprise que Isabelle. Parce qu'il y a un salon demain et dimanche à Saint-Chéron dans l'Essonne. Quel est le salon dans lequel, il faut le dire, l'entrée est libre sur invitation? C'est le salon des seins nus. Mieux que ça, oui. Le salon du nudisme. Le salon du naturisme. Voilà, Bonne réponse de Jean Benguigui. Qui était au courant. Mais comment tu sais ça? Déduction. Ça surprendra Isabelle. Et voilà, c'est tout. D'accord. Déduction. Qu'est-ce qu'il faut y aller au salon en seins nus? Non. Enfin, en non, seins tu nus. peux louer des seins sur place si t'as pas tes équipements. Oui. Le salon du naturisme, j'imagine qu'on y est nu, non, Gérard? Non, tu visites les stands. Je pense pas, non. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a sur les stands? Mais oui. On doit avoir des stands, du matériel, il n'y a pas d'accessoires. Mais non, un petit chauffage. Les gens expliquent, ils sont là derrière un stand, on les voit torse nu, ils sont nus, mais comme ils sont derrière le stand, comme à la télé, on voit pas le bas, et ils expliquent aux gens qui sont habillés, voyez, regardez comment on est à l'aise, vous pouvez le faire aussi. J'ai détesté ça, je suis allé une fois au naturisme. Moi aussi, c'est horrible. J'ai détesté ça. Alors, racontez. Sur la plage encore, bon ça va, tu vois, mais quand t'as le mec au supermarché avec la caquette à l'air, écoute, non, c'est épouvantable. C'est un spectacle affligeant, c'est malsain, je trouve. Tu vas pas au restaurant à poil, tu vas pas moi, je faire me tes méfie courses à énormément des poil. naturistes aussi. Je me méfie énormément des naturistes. Pour moi, c'est quand même les années 30 en Allemagne, quoi. Je veux dire, c'est un culte du corps, de se mettre nu. Et tout ça, les nazis étaient de très grands naturistes. Donc, naturisme égale nazisme. Non, C'est peut-être un peu... Ça me rappelle. D'accord. C'est pas un mec qui monte sa queue à Depardieu au cinéma qui va nous faire... Je suis payé pour ça, mon vieux. Écoute, c'est mon métier. Je suis payé. Et quand même, moi, je suis pas d'accord avec vous. Au restaurant, c'est plutôt amusant d'être nu au restaurant. C'est pas, moi, pour dresser la table, pour... Il y a quand même des tas de moments dans le Écoute, nous avons souvent déjeuné ensemble en plein été, partout. On n'était même pas torse nu à table pour manger. Enfin, on s'habille, on met une chemise. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est insupportable. Je déteste les gens qui sont torse nu. Torse nu à table, moi je trouve ça répugnant. Toi aussi, hein. Alors, tu veux jamais. Encore que ça dépend qui, hein. Oui, mais alors là, non. Isabelle Motro, si vous la voyez à table, les seins dans la sauce des asperges. Arrête, je t'en prie. Et tu vas t'asseoir, toi, sur un fauteuil que vient de quitter un mec cul nu à table. Tu vas t'asseoir cul nu sur le même fauteuil. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, direction Saint-Chéron. Je sais pas où c'est Saint-Chéron ce week-end. Dans les Yvelines. Il y a un village, en fait, naturiste à Saint-Chéron, faut le savoir. C'est pour ça, c'est pas par hasard qu'il y a un salon là-bas. Il y a un village naturiste qui s'appelle Héliomonde. Vous pouvez tout savoir sur www.lesalondunaturisme.com. Entrée libre sur invitation. Gérard Miller est à l'entrée, c'est lui qui fait la sélection. C'est n'importe quoi. Entrée libre, c'est entrée libre. Sur invitation, c'est sur invitation. Non, déjà, entrée libre, ça veut dire que c'est gratuit, et sur invitation, c'est-à-dire quand même, il y a une pré-inscription gratuite. C'est ça que ça veut dire. Je traduis, moi je parle le naturisme depuis très longtemps. J'ai fait naturisme deuxième langue, donc je t'explique ce que c'est. Comme dirait l'autre, chasser le naturiste, il revient au bungalow. Oui. Allez, on se retrouve après la pub.
c'est la question suivante sur l'actualité du week-end. Que pourrez-vous faire samedi soir gratuitement, qui est payant d'ordinaire? Bravo Gérard. Aller au musée, c'est la nuit des musées. La nuit des musées. C'était bien de l'annoncer quand même. Bonne réponse de Gérard Miller. Samedi soir. 4e édition de la nuit des musées. C'est dans toute l'Europe, hein, quand même. C'est pas seulement en France, dans toute l'Europe. Spectacle, exposition exceptionnelle, création éphémère. Voilà, c'est un rendez-vous ludique, gratuit. Ça vous permet d'aller au musée. Parfois ils sont chers. Au moins une fois dans votre vie. Avec une très jolie affiche. C'est vrai? Oui, elle est belle. Très jolie, avec le petit garçon en pyjama qui tient la main de son papa devant un tableau. C'est très très. Quel musée vous choisiriez, vous, alors, par exemple, si vous deviez... La nuit. Moi, j'irais. Il y a un musée que j'aime beaucoup, qui est un petit musée, qui est pas très connu dans le web, qui s'appelle le musée du romantisme. Ah oui, c'est vrai qu'il est un joli musée avec une très joli. Voilà, et avec un très joli petit jardin, et je le conseille. Bon, après, juste à côté, il y a le Gustave Moreau, le musée Gustave Moreau, qui est superbe, et la nuit, parce que c'était la maison de Gustave Moreau, donc il y a son atelier. Et c'est très très beau aussi dans le 9e arrondissement. Il y a une espèce d'escalier en spirale comme ça, incroyable. Vous avez vu comme on passe du naturisme à la culture dans cette émission. Ah, oui. Franchement, c'est beau. Le grand écart permanent. Non mais, je veux dire, faire des choses dans un musée la nuit, qu'on fait habituellement chez soi, par exemple, dans un lit, ça doit être quand même très excitant. Au milieu d'œuvres d'art. Ça dépend quel musée. Non, je trouve que la nuit, au milieu... T'as envie de faire l'amour dans un musée? Ah oui. C'est vrai que c'est un fantasme. Devant l'origine du monde. Mais t'as pas de tableau chez toi? T'as pas de... Si. Mais non, il a des boîtes de carton, sa mère, quand elle achète des bas. C'est-à-dire, quand il fait l'amour, ça dure une Joconde. Ah non, c'est pas vrai, je trouve que c'est un fantasme. J'ai le même fantasme qu'Alphonse, je trouve ça très beau, moi, les musées. Allez-y ensemble, faites une... Non. Je suis allé au musée ce week-end à Berlin. Alors, d'abord, faut que vous me disiez un truc, parce que c'est vrai que je vais très rarement au musée à Paris, dans le fond. C'est toujours quand on voyage ou quand on est à l'étranger qu'on va au musée. Et alors, pour le coup, j'étais très surpris. Là-bas, on a le droit de prendre des photos de tous les tableaux dans les musées en France. Ça dépend où. Alors, c'est interdit en France. Ah, c'est interdit, hein. Aux États-Unis, au MoMA, tu peux prendre des photos. Si, tu peux prendre des photos. Non, mais je veux dire, en France, c'est pas interdit. Mais c'est peut-être pas les mêmes œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont sans doute plus... Ils sont photosensibles. Moi, je suis allé, par exemple, voir, parce que moi, c'est Vermeer, mon truc. Donc, partout où je vais, je regarde où il y a une toile de Vermeer. Là, il y en avait deux à la Galerie nationale de Berlin, donc j'y suis allé. Et j'ai pu prendre en photo, parce qu'il y en a un que je ne connaissais pas. Hop, j'ai pris en photo mon Vermeer. Tu peux acheter une carte postale, c'est vachement mieux photographié. Parce que c'est le plaisir d'avoir fait sa photo. Moi, j'ai déjà vu tes photos. Le mec qui reconnaît Vermeer, il est fort. Ah non, mais quand on vous prend en photo, violets deviennent gris. Non, mais je t'ai vu en photo. Quand tu coupes pas la tête, tu coupes les pieds. N'importe quoi, alors. Je prends d'excellentes photos. Photographier. C'est pas parce que vous, quand je vous ai pris en photo, je peux pas arriver à tout avoir dans le cadre. Et que les gens me disent, tiens, t'as pris un Botero. Non. Le truc le plus con de la Terre. Photographier une œuvre d'art. Achète un livre d'art. Là, tu l'auras. Mais je les ai déjà, mais... Achète un Vermeer et t'emmerdes plus. Ça fait un souvenir. Mais tu les regardes jamais, tes photos de tes œuvres d'art. Je prends jamais de photos. C'est ça qui m'énerve. Mais je sais pas. Là, j'ai vu des gens dans le musée prendre des photos. Ça m'a donné envie, rarement. Moi, perso, très rarement. Mais c'est un petit album avec des petits sketchs. Mais non, mais je vais la mettre sur ordinateur. On a quand même, où est-ce qu'elle vit, alors? Tu nous as oubliés quand on était jeunes, alors. C'est-à-dire? Parce que si tu nous avais pris en photo, tu aurais du souvenir de ce qu'on était. Moi, j'ai des photos de toi, Christine, à Cannes, quand on était tous ensemble. Ah oui, dis donc, alors ça, tu les remets dans ta culotte, Cela dit, c'est la première fois que vous moi, avez... je me souviens des photos de Christine à Cannes, fallait avoir un flash, hein. Non. Des photos de la journée, on n'en avait pas, mais... Mais des photos de nuit, oui. Ah oui, ça, on en a beaucoup. C'était des bons souvenirs, ça. C'est la première fois que vous alliez à Berlin? Oui, c'était la première fois. C'est génial. Je savais que vous aimeriez cette ville. Ah, j'adorais. Elle est extraordinaire. C'est extraordinaire, faut y aller, hein. C'est une ville avec une vie culturelle et une animation. Mais je savais pas, ils ont enlevé le mur, hein. Moi, je suis allé beaucoup à Berlin quand t'avais le mur. Et j'adorais cette schizophrénie formidable. C'était beau. Il y a à Berlin un hôtel très amusant dont le nom m'échappe à l'instant, mais je vais vous le décrire, où chaque chambre, je ne savais pas que vous y alliez, je vous aurais dit de passer une nuit, chaque chambre est selon un thème différent. Il y a peut-être 30 ou 40 chambres. Donc vous avez la chambre, vous pouvez aller dormir si c'est un fantasme dans une chambre d'enfant, vous pouvez dormir dans un bateau. Donc c'est curieux. Mais c'est un bordel ton truc. Il nous décrit un bordel à Berlin, le mec. Dans une chambre d'enfant, mais
c'est pas la pédophilie. En Autriche aussi, il y en a des comme ça en Autriche. Une chambre d'enfant, c'est-à-dire que vous avez le lit et dans la cave une sorte... aussi, t'as des chambres dans la cave avec des Il y a pour tout. attacher. Il y a tout. Non mais c'est monstrueux. Non, c'est très design. Cet homme est un pervers Mais polymorphe. non, je me suis mal exprimé si vous Oui, croyez que oui, c'est tu pervers. sais mal exprimer. Vous pouvez dormir Et il y a dans des un miroirs au bateau. plafond. Alors il y a une chambre par exemple, il y a une chambre, il n'y a que des miroirs. C'est-à-dire que la porte est un miroir. Voilà. Une fois que vous êtes à Mais quelle l'intérieur, horreur. vous dormez sur des miroirs, Enfin, tout est Je miroir. vais pas à Berlin pour voir ma gueule dans la chambre. Mais non, mais c'est pas seulement La votre gueule première que chose vous que voyez. j'espère quand j'ouvre la porte d'une chambre dans un hôtel, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. Il y a aussi une chambre où Ouais, mais avec tout est des glaces, ça peut être suspendu. bien. Moi, Tout j'ai est dormi dans ça. suspendu. Tout est suspendu. Vous dormez en hauteur, tout est en haut. Non. Si, c'est très amusant Qu'est-ce cet que c'est hôtel. con. Il est Ah, mais ça, design. je trouve ça Bon, marrant, d'accord. mais- Ah bah Il y a tiens, un ça thème, tombe mais c'est bien, on va amusant. écouter Berlin chanté par Marie-Paul Bell puisqu'elle fait l'Olympia la semaine prochaine pour ses 30 ans. C'est mardi soir, 30 ans de chansons Marie-Paul Bell. Attention. Oui. Oh, quand même, vous en doutiez qu'elle avait plus 30 ans, Marie-Paul. Je sais plus, moi, quand je suis à côté de Gérard Miller, j'oublie les âges. Éric Ruff, Laurent Stocker, Stéphane Varupen et Grégory Gadebois se sont réunis et vont se réunir régulièrement jusqu'au 29 juin pour faire quoi? Pour jouer une pièce de théâtre. Pas tout à fait une pièce de théâtre. C'est à la fois une pièce de théâtre et pas une pièce de théâtre. C'était à partir d'un événement de l'actualité, d'un fait divers. Moi, je sais ce que c'est. Allez-y. C'est des Ils vont autistes. pas du tout. Ils vont jouer le rôle de Brel, Brassens, Ferré, et Ferrand. dans le célèbre Non, la pas célèbre le- émission. La célèbre émission où les trois chanteurs étaient réunis et C'est ça, hein. dialoguaient entre eux. Excellente réponse de Gérard Miller. Super. Le 6 janvier 69, Jacques Brel, Léo Ferré et Georges Brassens répondaient aux questions de François-René Christiani. C'était à l'époque sur RTL. L'émission n'existe plus en termes d'enregistrement, mais elle avait été retranscrite dans le magazine Rock and Folk de février 1969 et dans un livre aussi qui s'appelle Trois hommes dans un salon, paru chez Fayard en 2003. Et Anne Kessler, qui est metteuse en scène, a décidé, elle est sociétaire de la Comédie Française, de faire jouer par trois comédiens, et même 4, puisqu'il y en a un qui joue le rôle du journaliste, ce salon, cette conversation, Trois hommes dans un salon, ça s'appelle. Ça se joue jusqu'au 29 Belle juin idée. au Studio Théâtre de la Très belle Comédie Française. Belle idée, Donc vous hein. avez Ah le ouais. temps, vous avez presque 2 mois pour assister à ces conversations entre Ferré, Brel et Brassens, jouées certes par des comédiens d'aujourd'hui. C'est Éric Ruff qui joue Jacques Brel, Laurent Stocker qui joue Léo Ferré et Stéphane Varupen qui joue le journaliste, Grégory Gadebois interprétant Brassens. Attention, c'est à 18h30 au Studio Théâtre de la Comédie Française, métro Palais Royal, Louvre, pour comme ça avoir toutes les indications. C'était en quelle année, c'est une bonne idée. cette Une bonne idée. émission? C'est 69. En 69. Moi, je trouve pas C'était du tout juste que ce après soit une bonne 68. idée. Pourquoi ce serait une bonne Très- idée? Non, moi j'aime Mais pas. parce que, l'idée. écoute, aujourd'hui, on voit arriver sur le théâtre des pièces qui ne sont pas des pièces. Par exemple, le dialogue Mitterrand. Giscard. je suis allé le voir, c'était très réussi. Ouais, bah ouais. Qui aurait imaginé Moi, ça? je l'ai payé. C'était des C'était bons acteurs. Weber et Balmer. Voilà, c'était des bons acteurs, c'était une mise en scène originale. Je me suis pas emmerdé une seconde, je suis allé avec mes plus grands enfants qui ont découvert aussi quelque chose, qui ont réécouté le texte autrement. C'est vrai que c'est pas du théâtre, c'est autre chose, mais je trouve que ça ouvre la perspective d'activité artistique Ah, nouvelle. Léo. Moi j'ai très envie Ça de le très voir. intéressant. Quelle connerie d'avoir perdu cette bande. Non, mais attends, Non, c'est mais quand tu inouï, penses un en truc plus, comme on ça. Cette maison est mal on tenue. les Ah oui, ressuscite. très mal tenu, c'est vrai. Quand on pense qu'on a perdu l'appel du 18 juin, par exemple. Ah oui, mais ça, c'était peut-être fait exprès. C'est vrai, on n'a plus la bande de la Mais tu sais on qu'il a le est- il a réenregistré réenregistré, le général de il Gaulle. est- il On a le existe, deuxième c'est- enregistrement, mais pas le Sans premier. doute cet appel L'enregistrement existe-t-il historique. quelque part, mais ça fait, moi c'est un fantasme. Je l'avais déjà quand je faisais l'histoire d'un jour ici. J'ai mis, pas savoir les recherches que j'ai faites. C'est parce que tous les services de secrets allemands enregistraient ce que faisait la BBC. Donc ils l'ont obligatoirement enregistré. Donc c'est quelque part dans les archives allemandes, et ces archives allemandes ont été piquées par les Russes. Poutine, rends-nous ça. Donc c'est quelque Je part pense en que j'ai Russie, mais jeté dans une un vieille cassette que j'ai bordel. trouvée le week-end dernier à Berlin. À Berlin, tu peux pas les trouver. C'est parti à Moscou ou je ne sais où. C'est dit ce qui m'énerve avec des gens comme Ferré, comme ça, c'est que en fin de vie, plus personne ne voulait recevoir ce type. Moi, j'ai reçu ce Léo Ferré dans une émission 1000 Bravo. T'imagines, j'avais les genoux en gelée, on était en direct, j'avais peur, je traquais comme une malade.
Et le lendemain, il me remercie. Et je lui dis, mais Léo, moi, vous me remerciez, moi, toute petite animatrice, vous vous rendez compte qui vous êtes? Moi, à 14 ans, je braillais, ni Dieu ni maître. Et là, il m'a répondu, le problème, c'est que vous êtes la seule qui m'ayez invité. Et il sortait un album. C'est-à-dire que Drucker l'avait refusé parce que plus assez populaire. Je dis pas ça contre Michel, mais quand même, il s'est retrouvé quand même. Il s'est retrouvé. Tu attaques de front Michel Drucker. Moi personnellement, je serais Michel Drucker, je serais fou furieux de ce que tu viens de dire. Hein. Non, mais c'est Léo qui m'a dit ça, que Michel Drucker lui avait répondu non. Peut-être qu'il était sur TF1 à ce moment-là. Mais je sais pas, mais oui, c'est possible. C'est tout bête. C'est possible, et qu'il ferait pas assez d'audience. Et la dernière apparition télé de Léo Ferré, c'est dans 1000 Bravos, t'imagines? C'est pas récent. Hein. Quel salaud. D'après la presse, qui est le seul à ne pas s'écraser devant Nicolas Sarkozy au petit déjeuner de la majorité? C'est Copé. Jean-François Copé. Bonne réponse de Christine Bravo. Et plus ça va, plus je l'aime, celui-là. Ah ouais? Quelle idée. Je trouve qu'il est vachement bien, ce Jean-François Copé. Il doit être, ça doit être un copain de Fillon, je crois. Parce que quoi? Mais je sais pas, il a l'œil qui frise, il mâche pas ses mots, tu sens qu'il est... Il prend un créneau de à côté de Sarkozy. Vous dites pas ça à tout hasard parce qu'il va s'occuper de la réforme du service public et de la télévision. C'est vrai? Alors là, ce serait mesquin, ça. Il y a la commission Copé, tu sais bien. Non, mais alors ça, je sais pas du tout. Alors là, sur la vie de ma fille, c'est pas mon genre. Oh là là, ne jure pas, s'il te plaît. Non, tu sais très bien. J'ai jamais été opportuniste, c'est pas maintenant à 50 balais que je vais commencer, tu vois. 50 balais? Oui, 52, merde. C'est sur Vivolta alors que vous allez l'année prochaine. Avec Gildas, Eva, oui. En tout cas, c'est le Parisien justement qui titre aujourd'hui « Copé a marqué des points ». Critiqué par l'Élysée en début de semaine, le patron des députés UMP est parvenu à retourner habilement la situation. C'est à propos évidemment du projet de loi sur les OGM. Aujourd'hui, il a renforcé son assise dans le groupe, mais Sarkozy le surveille du coin de l'œil, titre le Parisien. C'est une connerie, Sarkozy, il l'a victimisé. Donc ça, c'est comme le syndrome de la nouvelle star, tu vois. Dès que tu mets des rouges à des candidats, les gens votent pour eux. Là, c'est pareil, le mec, il a pris 2 rouges et maintenant tout le monde l'aime. Tout le monde, peut-être pas. Moi, je l'aime pas beaucoup, tu sais. Mais c'est vrai qu'il est plutôt sympathique, Jean-François Copé. Moi, je trouve pas, j'ai pas confiance. Ah bon? L'ambition est tellement là, tellement devant lui, tellement de trucs. Quand ils sont en politique, ils ont de l'ambition. Tous les politiques, il y en a qui le font passer avec plus de charme, disons. Oh, tu parles. C'est des faux culs. Je ne comprends toujours pas comment quelqu'un un jour dans sa tête peut se dire je serai président de la République. C'est quelque chose qui me... Et le problème en France, c'est qu'il y en a de plus en plus. On rencontre, il y a quand même des dizaines de personnes dans la classe politique. Mais non, maintenant que Sarkozy est passé, il y en a plein qui vont essayer. Il y a un ou deux cinglés qui disaient je veux être président de la République. Maintenant, il y a des gens qui disent en fin de compte, dans chaque parti, il y a 3 ou 4 présidents. Stevie ne reviendra que si il y a une restauration, une royauté qui vient en France. Oui. Il sera bien reine de France ou un truc comme ça. Mais président de la République, je le vois pas. Reine de France, c'est bien ça. Tu vois, je pense que ça va plus loin que ça. Stevie reviendra si la France le lui demande. Mais c'est un joli titre. On devrait faire une collection. Je vois très bien Stevie dans les statues de la reine, dans le jardin du Luxembourg. Un statut de... il serait très bien, là. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Jean Benguigui, Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Isabelle Montreux et Gérard Miller. Gérard, dites donc, je vous voyais pencher d'un coup, mais ça y est, ça tombe bien là maintenant. Ah non, ça repousse au contraire. Ah ouais? Ouais. Tu fais des petits implants? Non, je n'ai pas encore fait d'implant. Le jour où j'en ferai, je vous promets que je vous le dis, je serai pas du tout contre en faire. Non, je mets un produit depuis quelque temps qui a l'air de faire de l'effet. Ça marche pas. Mais enfin, il y a rien qui fait pousser les cheveux. Mais si, c'est Jean Benguigui qui vous a donné conseil. Tu sais que c'est toujours les chauves qui donnent des conseils. Il y a des mecs qui ont une boule de billard et qui font mon petit genre, je t'assure. Non, ça ça marche. Ça marche. Non mais quoi, tu mets avec une petite brosse à dents? Non, c'est en pilule. C'est une pilule. C'est un truc qui se mange? Qui s'avale, ouais. Oui, qui se mange. C'est des pilules de poils. C'est des pilules. Tu ne mâches pas, tu l'avales. Tu l'avales. Et moi je sais, c'est des pilules de poils. Non, mais je veux pas. Non, est-ce qu'il y a des choses que tu manges et que t'avales pas, par exemple? Eh ben oui, justement.
Donc tu prends une pilule de poil que tu avales. Je prends une pilule de poil tous les soirs que j'avale et qui fait repousser les cheveux. Comme ça. Et mais moi je te dis que tu t'es fait. De toute façon, mon petit Gérard, à ton âge, il est normal de perdre quelque chose. Mais c'est pas la question. Il n'y a rien à faire. Je les ai pris aussi parce que c'est un miracle de la nature. Il a 91 ans. Regarde cette chevelure incroyable. On dirait la mère de Napoléon. Mais c'est incroyable. Une crinière de lion. Il est magnifique. Il a une tête d'avocat. Il est entre Roland Dumas et... Ah oui, t'as une tête d'avocat. On dirait Roland Dumas. Et Laurent, vous les perdez aussi. Ah, pas du tout, moi. Alors, non, parce que lui, il a un paillasson sur la tête. Je suis obligé de les couper, mais vous imaginez même pas combien je suis comme Alfonsi. Moi, si j'ai laissé pousser, j'aurais des cheveux. C'est vrai, c'est bizarre, ça. Ah ouais, c'est la Normandie. Quand tu feras plus l'écran, tu te laisseras les cheveux longs. Ça serait marrant, ça. Ça ne me va pas. T'as essayé déjà? Ça ne me va pas. Oh ben, on vous a bien vu avec les cheveux longs. Vous les avez eu, les cheveux longs? Ah oui, il a eu la moustache aussi. J'ai vu une photo de vous avec des cheveux longs. Non, mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que vous prouvez à quel point, quand on vieillit, on peut être physiquement vraiment mieux. Ça vous arrange, hein, Gérard. Moi, ça m'arrange, et c'est ce que tout le monde me dit. Tu t'avances sur un terrain dangereux. Non, je parle de vous. Il est beaucoup plus beau, Gérard, aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et Laurent, c'est exact. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est extraordinaire. On entend des choses extraordinaires. C'est la meilleure réplique du jour. C'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Je suis beaucoup plus séduisant. Et vous, Laurent, c'est pareil, franchement. Des vanités. Non, mais c'est C'est incroyable. pareil pour vous, Laurent. Par contre, tu es beaucoup moins modeste qu'il y a 30 ans. Vous avez entendu avec quelle tonsure il a dit ça? Non. Je propose que nous évoquions nous aussi 68 il y a 40 ans, mais 68 au Festival de Cannes. Double actualité en ce moment puisqu'on est en plein festival et c'est à Philippe Alfonsi que j'ai demandé justement de nous raconter comment c'était Cannes en plein festival en mai 68. Comme tout ce qui s'est passé en 68, il y a le côté folklore, il y a le côté folklore et un peu ridicule de temps en temps, et puis il y a le côté très sérieux et il y a le côté très réussi. Tout commence très en amont, hein, au mois de février, quand Malraux, piqué par je ne sais quelle mouche imbécile, vire Henri Langlois, le père de la cinémathèque française. Alors il y a des protestations du monde entier, de Rossellini à Chaplin, et puis bien évidemment tous les cinéastes français, et ils descendent tous dans la rue. Bon, première manifestation en février. Et puis, mai 68 éclate, le festival de Cannes s'ouvre tout à fait traditionnellement, avec des paillettes, des machins, une grande soirée de fête, etc. Et puis, les cinéastes arrivent, les événements de Paris semblent très loin, c'est des échos très lointains. Et puis, brusquement, il y a une ébullition, il y a Truffaut qui s'agite énormément, il y a Godard, bien évidemment. Et puis, ce qui est un petit peu ridicule, et ils le savent eux-mêmes, hein, ils disent eux-mêmes à un moment donné, on va dire c'est les révolutionnaires du Carlton, etc. Bon, parce qu'ils arrivent en belle bagnole avec des jolies poulettes, etc. Mais il y en a même un dont je dirais pas le nom qui arrive en Ferrari et qui va être un des plus agités sur la scène, etc. Non, c'est pas Chabrol. C'est Louis Malle. C'est Louis Malle. Non, c'est pas Louis Malle. Non plus? Non. C'est le plus riche, pourtant. Il y avait un truc pas mal. Et alors? Non, Louis Malle, il était... Louis Malle, il était... Allez, dis-nous non, qui... pas du tout. Et il y avait le Louche, Godard, Truffaut, Louis Malle. Polanski. Roman Polanski. Mais Polanski, lui, vous savez, il venait de quitter l'Amérique. Non, pas du tout. Il venait de quitter des pays de l'Est. La Pologne. Elle est spécialiste de cinéma. Non, mais c'est vrai qu'il a vécu longtemps aux États-Unis. Écoute, excuse-moi. Il a vécu en France. Bon, donc, c'est en 69 que sa femme a été assassinée. Voilà. Polanski qui dit c'est barrant parce que moi, on les décrochait plutôt les drapeaux rouges chez moi. Maintenant, mes copains les accrochent à Paris. Bon, etc. J'y comprends plus rien, mais je démissionne quand même du jury, dans le jury, et il rejoint les autres. Bon. Alors, il y a un truc formidable. Je crois que c'est le 18. Bon. Tout ça monte, hein, à partir du 10, la fameuse journée des barricades rue Gay-Lussac, et puis la manifestation du 13 à Paris pour protester contre la répression, avec 1 million de personnes dans la rue quand même, je vous rappelle, et alors à Cannes, là, ça fait bouger. Bon. Et là, ils commencent à se mobiliser, ils commencent à vouloir arrêter le festival, ils commencent à venir perturber les projections, et il y a celle de Sora qui restera vraiment une d'anthologie, c'est là où c'est un peu folklorique, il se pend au rideau pour empêcher qu'on projette son propre film avec Géraldine Chaplin, sa copine, et c'est là où Godard, tout le monde se pend au rideau, Godard perd ses lunettes et reçoit une baffe, Truffaut se fait casser la gueule, etc. Enfin, c'était absolument folklorique, complètement fou. Oh, ça nous manque, et la projection, bon, arrête. Bon. Et
Je me souviens des slogans de ces soirées-là où les gens criaient révolution, révolution, et les autres répondaient projection, absolument. Moi, je m'en souviens, Voilà. j'étais pissé de rire. Bon, voilà, c'était tout à fait ça. Bon, ça c'est le côté un peu ridicule. Ce qui se passe en même temps, c'est que il y a en effet une prise de conscience des cinéastes français. Et ce qui va se passer de très important, c'est après. C'est juste après où il y a d'abord la constitution du syndicat des réalisateurs français et qui va avoir cette idée géniale de faire la quinzaine des réalisateurs, qui va être la contre-manifestation de Cannes. Et ça, c'est extrêmement positif pour Cannes. Vite étonnamment, parce que alors si vous donnez les noms des gens qui ont été lancés par la quinzaine, c'est extraordinaire. Hein, vous les retrouvez tous, tous les grands qui après ont été à Cannes, parce que il y a un malin là dans cette histoire-là qui est Jacob. Jacob et Favre Lebré déjà. Gilles Jacob, l'organisateur du Jacob et Favre Lebré qui récupère tout, parce qu'il dit à la quinzaine venez donc vous installer à Cannes, etc. Et ça va en effet faire monter, plus que faire monter, ça va complètement faire démarrer Cannes en définitive, qui était un truc assez convenu et assez couillon avant, et tout d'un coup, tous les gens qui auront été repérés par la quinzaine vont arriver à Cannes et quelques-uns vont ramasser la Palme d'Or. Voilà, donc c'est ça, si vous voulez, mai 68 à Cannes, c'est ça, c'est le côté folklore et un peu ridicule d'un côté, et c'est très très belle réussite de la quinzaine, et qui a littéralement relancé le festival, donc chapeau à ces agités du mois de mai 68 qui ont vraiment réussi un très très joli coup. Merci Philippe Alfonsi. Dans un instant, ce sera le sport du week-end, et on aura du sport ce week-end avec Roger Isabelle après la pub. Il y a une bonne équipe cet après-midi. J'espère que vous en profitez vous aussi. Gérard Miller, Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui et Isabelle Motro. Sans oublier évidemment au téléphone Roger Isabelle. On va essayer de vous transmettre notre ambiance, Roger. Oui. Et de l'ambiance, il y en aura ce week-end dans le milieu sportif. Hein. Et notamment dans le milieu du football. Alors j'allais vous demander évidemment un résumé bien précis pour ceux qui suivent de loin le football, qui ne comprennent pas bien et qui auraient envie de se mêler au suspense de samedi soir, suspense qui tient essentiellement quand même en queue de classement de la Ligue 1, parce qu'il faut savoir que c'est la dernière journée de championnat ce week-end et que il y a 3 clubs qui sont en course pour on va dire la relégation dans la Ligue inférieure, la Ligue 2. Bon, il y a 2 clubs dont on est sûr déjà eux qu'ils descendent, donc là il n'y a plus d'enjeu pour eux. Il s'agit, rappelez-le, de Metz et Strasbourg. Strasbourg et Metz, et il reste une place pour un club qui descend, et pour cette place-là, j'allais dire 3 candidats, ils sont pas vraiment candidats, mais 3 risques. C'est le risque que PSG descende, ou Toulouse, ou Lens. C'est un de ces 3 clubs-là, PSG, Toulouse, Lens, qui sera samedi soir s'il n'est plus en première division l'année prochaine. Mais vous oubliez le principal, vous oubliez qui de Lyon ou de Bordeaux sera champion. Ça s'est joué. Mais pas du tout. Ça, du tout. C'est pas un vrai suspense, ça. Alors là, il y a un beau pari à faire. Ah non, c'est Lyon, évidemment. Ah là, il y a un petit billet à jouer. Ah non, et je pense que Jean Benguigui est comme moi. Non. Il n'est pas certain du tout. Non, je suis d'accord, c'est pas certain. Je vais vous dire, il faut que Lyon perde à Auxerre ou fasse match nul à Auxerre, et surtout que Bordeaux gagne à Lens. Or Lens va tout faire pour gagner, puisque Lens fait partie justement des 3 qui risquent de descendre. Mais Bordeaux aussi, c'est ça le principe. Non. Il n'y a pas d'enjeu. Alors là, moi, je suis prêt à vous parier, Roger Isabelle, je ne sais quoi, mais alors là, vraiment, qu'est-ce que vous dites? Non, je croyais que Miller défendait vraiment un parti, mais il s'en fout, ça l'intéresse pas. Vous regarderez dans les pronostics que j'ai faits. Je suis tout à fait d'accord avec Roger. Moi, je pense que le PSG se sauve, je pense que Lyon est champion et qu'hélas, Lens va descendre. Je vous dis ce que je pense, je ne vous dis pas ce que je souhaite, évidemment, Roger. Oui, alors, vous savez, il y a 2 sondages qui sont parus dans l'équipe de ce vendredi, qui ont été effectués auprès, d'une part, un panel de 150 joueurs et entraîneurs, et d'autre part, auprès de 1000 lecteurs de l'équipe. Et dans les 2 cas, ils annoncent, comme vous le souhaitez vous-même, que Lyon sera champion. Ouais. Ce qui signifie donc que Lyon va battre Auxerre à Auxerre et que Bordeaux va perdre ou faire match nul à Lens. Ouais. Et puis, pourtant, si le milieu du foot pense que Lens va redescendre, les lecteurs, eux, disent que ce sera le PSG à 39% qui redescendra contre 25%
Alors, c'est sûr que le PSG, très mal placé. Ils ont intérêt à gagner contre Sochaux. Mais est-ce que Sochaux va se battre contre le Paris Saint-Germain? Mais je le pense, ils ont des primes exceptionnelles pour battre le PSG. Motivés, là. Pourquoi? Parce que quand même, et là-dessus, je parle sous le contrôle de Roger Zabel, l'immense spécialiste qu'il est, c'est que il y a quand même un sentiment anti-parisien dans les clubs des régions, ce qu'on appelle, et que des gens comme Sochaux, ça leur plairait beaucoup de voir de foot à Paris racler aux descendre. Parisiens, bien sûr. Je pense ça. Et vous suivrez ça sur et je pense que le président de Sochaux, Monsieur Bies, veut aider Monsieur Martel. Vous suivrez ça sur Europe 1 samedi soir. Alors c'est un coup de bol, ça. J'allais vous poser la question parce que vraiment j'ai pas la réponse, Roger Zabel. C'est un coup de bol que les 3 matchs aient lieu en même temps. Oui, c'est obligatoire. Pour les 2 dernières journées du championnat, tous les matchs doivent être joués le même jour à la même heure. Parce qu'autrement ça aurait été embarrassant quand même. Oui. C'est embarrassant, mais surtout injuste vis-à-vis de certaines équipes qui connaîtraient déjà le résultat des autres. C'est Jean-Charles Banoun qui commentera Auxerre-Lyon sur Europe 1. Damien Gourlet et Lionel Gougelot commenteront Lens-Bordeaux. Christophe Lamarre sera au stade Bonal à Sochaux pour Sochaux Paris Saint-Germain. Et c'est Jackie Dejean qui sera à Toulouse pour Toulouse-Valenciennes. Voilà les matchs qu'il faudra suivre en priorité samedi soir. Moi, je vais être devant mon poste, croyez-moi. Et ce sera en multiplex également sur Canal+ et en direct. C'est que on parle beaucoup de football dans l'émission de demain soir. On n'est pas couché parce qu'on reçoit, ce qui est aussi un événement pour d'autres raisons, le philosophe Robert Redeker, celui qui vit caché depuis maintenant 2006 parce qu'il avait publié une tribune dans le Figaro. Contre le PSG, c'est ça? Libre, non pas contre le PSG. À l'époque, une tribune contre l'islamisme et même contre l'islam parce qu'il avait fait l'amalgame évidemment entre les deux, une tribune qui lui avait valu une fatwa, ce qui fait qu'aujourd'hui il ne peut plus enseigner et qu'il est délégué pour le CNRS. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à défendre. La liberté d'expression est certes facile à défendre, mais pas forcément le contenu de sa tribune quand vous la lisez dans le détail. Franchement. Mais la liberté d'expression justement, c'est y compris pour les textes qu'on n'apprécie pas. Justement, des moments où il ne tombe pas sous le coup de la loi, évidemment. C'est un débat intéressant. Ce sera demain soir dans On n'est pas couché, mais il vient aussi parce qu'il publie un livre sur le sport. Et alors là, les sportifs en prennent aussi plein la gueule, je dois dire. Et le football en particulier. Est-ce que vous serez d'accord avec ça, Roger Zabel? Il dit, parce que il raconte que lui aimait regarder le foot avec son père. Il dit quand même c'est dingue parce que quand on regarde les images de Saint-Étienne à la belle époque, dans les années 70, Dominique Rocheteau, les frères Révelli, etc., ou même jusqu'à Platini encore. Quand on regarde les joueurs, c'était des gringalets sur un terrain. Et quand on regarde les footballeurs d'aujourd'hui, ce ne sont plus du tout les mêmes qu'on voit. Il dit aujourd'hui les sportifs sont des mutants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faut rien exagérer, mais de toute façon, statistiquement, l'homme a grandi. Pas tous, mon Roger. Oui. Et ça ne concerne pas que le football, dans toutes les disciplines sportives. D'abord, le jeu par rapport à la vitesse de jeu qui était celle de l'époque du grand Saint-Étienne. Si on comparait avec ce qui se passe aujourd'hui sur les terrains, eh bien, on pourrait imaginer que Saint-Étienne soit complètement à l'arrêt par rapport aux équipes moyennes du championnat actuel. Mais c'est tous les sports comme ça, je veux dire, c'est tous les sports. Quand plus vite, plus haut, plus fort. Des images du ski il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est vraiment plus le même sport. La progression est certes musculaire, mais elle est également technique. Mais c'est pas qu'ils sont un peu dopés aussi, non, quand même? Ça, on peut l'imaginer, c'est arrivé. Pas ceux du PSG, en tout cas. Tu penses. Surtout pas les footballeurs en général. Philippe Lucas, je voudrais parler un peu de natation, enfin, plutôt justice, parce que là, justice ou injustice, vous allez me répondre. Roger Zabel, on a appris aujourd'hui que Philippe Lucas, l'ex-entraîneur de Laure Manodou, avait été placé en garde à vue. L'ancien entraîneur de la nageuse a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur les comptes du club de natation de Melun, où Laure Manodou s'était entraîné jusqu'en 2006. On lui reprocherait à Philippe Lucas d'avoir touché de façon illégale 25 000 €. Lui, il parle de primes sportives. Où est la vérité là-dedans, alors? Écoutez, il aurait pris un chèque de 20 000 € d'un côté et de 5 000 €
de l'autre qui correspondait à des primes que devait lui verser et son club, des primes de victoire concernant C'est pas Laurent non plus, Adodou. pardon de dire ça, hein, évidemment ça peut représenter beaucoup pour les gens qui nous écoutent, mais dans le milieu sportif, 25 000 euros non plus, c'est rien. Natation, c'est beaucoup d'argent. Mais quand même, c'est rien, non? Par rapport à d'autres disciplines, effectivement, c'est rien du tout. Mais alors il aurait dû toucher normalement des primes venant de la fédération et de son club. Et semble-t-il, il s'est un petit peu servi, quoi. Et puis voilà. Et il dit, c'est pas 250 000 euros ou 2 500 000 euros, hein, c'est 25 000 euros dont on parle. 25 000 euros, ouais, si au total. Si c'est des primes en plusieurs fois, franchement, je crois pas qu'il va être énormément embêté, Philippe Luc. Enfin, il est en garde à vue. Ça, je voudrais être une petite souris, je dois dire, pour voir le commissaire interroger Philippe Luc. Ça, alors là, pour le coup, je voudrais bien avoir les réponses. Et vous savez que si jamais on le met en cellule, il faut lui enlever tous ses bijoux, toutes ses bagues. C'est vrai. Ça, c'est un bout, il y en a pour 3 jours. Ils vont hésiter, je crois. En tennis, ce week-end, on a une Française qui est en quart de finale pour le tournoi de Rome, c'est Alizé Cornet. Faut bien retenir son nom, c'est une joueuse d'avenir. C'est la meilleure Française depuis le début de la saison, elle a 18 ans, et hier elle a battu la numéro 5 mondiale, la Russe Kuznetsova, et ce sera peut-être un petit peu plus compliqué en quart de finale à Rome, sur la terre battue, qui est le dernier d'ailleurs tournoi de tennis sur terre battue avant Roland Garros. Elle va retrouver Serena Williams. Bon, Alizé Cornet, donc on est tous derrière elle ce week-end pour le tournoi de Rome. On vous applaudit, on vous remercie Roger Zabel. Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Jean-Ben Guigui, Isabelle Motro, Gérard Miner. Je vous donne la composition de l'équipe Serge Liado, équipe à laquelle vous allez vous adresser pour vos chansons tabous du jour. Et là, vous nous parlez de chansons codées aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs sortes de chansons codées, mais je vais m'intéresser à ces petits codes que nous connaissons parce que ce sont des grosses ficelles, les fausses rimes, les contrepétries, le bégaiement, tout ce qui nous permet de vendre, bon, il faut le dire. De dire des cochonneries sans vraiment les dire. Oui, c'est ça, des petites histoires de cul bien sympas. Ce qu'on appelait autrefois la grivoiserie, hein. Et voilà, c'est une tradition bien gauloise, bien à nous. On peut dire que ça a peut-être moins cours aujourd'hui, quoique Clarica a récemment repris une chanson de Bobby Lapointe que nous allons d'ailleurs évoquer dans ce montage. Alors on y retrouvera d'ailleurs dans ce montage Roger Pierre et Jean-Marc Thibault qui en ont fait plus d'une de ce genre de chansons. Vous avez celle des Charlots, Le Trou de mon quai, qui est une chanson qui a été créée par Dranem, c'est bien ça? Oui, au début du siècle, en 1906. Une que je connaissais bien aussi, c'était La Jeune Fille du métro, reprise par Renaud. Oui, c'est ça, elle date de pareil, du début du siècle, hein. Voilà. Elle a été aussi chantée, je pense, par Fernandel et par Colette Renard. Alors Fernandel, on le retrouvera dans Bignou et Cornemuse. Oui. Plus récent, je vais pas tous les citer, mais il y a Gérard Jugnot, qui avait repris lui une chanson créée par Fernandel, Jugnot. Oui, c'est ça. Il a adapté, en 85, une chanson qui datait de 31, qui avait été créée par Fernandel. Le choix dans la date. Ouais, excellent. Et non pas. Voilà. Et Charlotte Julien ouvre la fenêtre. Oui, parce qu'elle a fait tout un album de chansons coquines. Et la fenêtre, on imagine évidemment de quoi il peut s'agir. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est une parenthèse qui permet d'édulcorer les points de suspension. Ah ben moi je voyais la fenêtre avec la tringle à rideau et tout quoi, le truc quoi. Hein. André Valtier, ça je connais pas. Oh, c'était un tube. Ça date de 70. Le Moumous à Moumoureux. Je la connais par cœur celle-là. Et alors vous y êtes vous aussi dans votre quiz? Oui, parce que je crois être un des rares à avoir fait une chanson entièrement en contrepétrie. Les contrepétries existent en sketch, mais en chanson, ça n'avait pas été fait. Ça a été créé. On avait créé ça au théâtre de Bouvard avec Marcel Philippot, celui qui aujourd'hui fait Appelez-moi le directeur. Ah oui. Je l'aurais. Voilà, je l'aurais un jour. Bluette andante. Oui, il y a une contrepétrie là-dedans, mais elle est pas très évidente. Bluette andante. Ben écoutons tout ça. Voilà donc non pas un quiz, comme je viens de le dire bêtement, mais on va dire un best-of, une compile de quelques chansons codées. Bonjour Blaise. Ah, c'est toi mon bon Conrad? Oui, Conrad. Ma femme, tu l'as, Blaise. Y a un quai dans ma rue, y a un trou dans mon quai, et vous pourrez contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Je sens quelque chose de pointu
qui d'un air ferme et convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur à qu'il est doux d'aimer, quel frisson de bonheur. Il sait de quoi j'ai envie, il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie, gros record d'athlète. Je pose ma main sur son gros bras, que m'arrive-t-il, ça fait-il? Alors il me susurre le cul, il me susurre le curieux refrain, tiens, voilà du boudin. Privé de son ananas, privé de son anamour, elle mouillait de 2 mouchoirs par jour, en rêvant de son heureux passé, elle faisait pipi, faisait pitié. Elle a souvent connu, ma chère, l'amertume de la bitume de la route, et vu des marioles et vu des carrioles sans mulet. Il allait là tenant par la main, là où le bonheur simple habite, ne s'arrêtant sur le chemin que pour lui montrer sa cravate régate. Mais t'as sûrement désobéi. Elle lui dit, je veux que tu me respectes, et je veux plus que tu me suces, que tu me suspectes. Et je lui dis maintenant, comme tu sais où j'habite, parce que quand tu veux me serrer la main, je te laisse le choix dans la date. Le joie, mes paupières se mouillent, je voudrais t'embrasser les... Ouvre la fenêtre, on respire un peu. Les 2 mains et dire merci. Bravo Serge Liado pour cette compile qui a beaucoup plu. Ça a du bon les tabous parfois. Ça fait rire Jean Benguigui. Ah ouais, j'adore ça, moi, ça me fait rire, ça me fait rire. Je trouve ça formidable. Heureusement qu'on a encore des tabous, sinon on pourrait pas se livrer à ce genre d'exercice de style. Votre chanson flash n'est pas codée aujourd'hui. Non, jamais. Il faut être évident dans les chansons flash. Christine Lagarde est heureuse. D'ailleurs, elle était sur Europe 1 hier matin pour annoncer un meilleur résultat que prévu pour la croissance, même si ce résultat est quelque peu contesté. On nous dit que finalement, c'est pas si bien que ça. Hein. Depuis, on dit que même, je crois, avec l'Italie, on a le moins bon taux de croissance en Europe. Mais elle avait l'air contente hier. Voilà, ne lui gâchons pas sa joie. Qu'est-ce que je vois ce matin en lisant les nouvelles, c'est la joie. Christine Lagarde atteint, je crois, le nirvana. La croissance repart de plus belle, elle s'y croit. Christine, elle s'y croit. C'est la joie. Hier au micro d'Europe 1, elle a dit: vous avez devant vous ce matin un ministre qui se réjouit et qui jubile. La croissance fait 2,1. Mais à quoi attribuer ce résultat génial? Elle l'explique. C'est l'effet du paquet fiscal, si c'est vrai. Faut augmenter ce qu'on donne aux riches. Prenez tout, messieurs, prenez tout. Qu'est-ce que je vois ce matin en lisant les nouvelles? C'est la joie. Christine Lagarde atteint, je crois, le nirvana. La croissance repart de plus belle, elle s'y croit. Christine, elle s'y croit. Bravo. Le livre du vendredi s'appelle La Réserve. Il est signé Russell Banks. C'est un roman traduit de l'américain. Donc Russell Banks, c'est Pierre Furlan qui a fait la traduction française aux éditions Actes Sud, une très bonne maison d'édition, Actes Sud. Russell Banks est aussi un auteur plutôt réputé. Qu'est-ce que vous avez pensé de La Réserve? J'ai envie de commencer par vous, Christine. Tiens, je suis en colère, mais je suis en colère. J'ai lu ce livre hier jusqu'à 3h du matin. Je me régalais. Je me disais, j'allais passer une journée, une soirée formidable. C'est un de mes auteurs préférés, Russell Banks, qui a écrit le merveilleux De beaux lendemains, qui a été adapté au cinéma par Thomas Egoyan, une histoire d'un accident de car où des enfants vont mourir et qui va être raconté par plusieurs personnages, le même fait divers, et à chaque fois avec un style différent. Bref, ça, ce mec est génial. C'était en 94. Ce mec est génial. Il a pas fait que De beaux lendemains, il a écrit aussi d'autres livres formidables, évidemment Sous le règne de Beaune. Il a écrit Continent à la dérive, Trailer Park, que j'ai adoré. Et alors là, suicide littéraire. C'est-à-dire, l'histoire est nulle, les personnages sont nuls, c'est mal écrit, c'est la première fois de ma vie que j'ai ce choc-là. Une critique bien nuancée. Ou bien... Oui, mais c'est ce qu'on comprend pas. Tu as aimé ou pas? Ou bien... Non, tu comprends, elle a commencé après la Nouvelle Star. Elle a commencé à 00h30 après la Nouvelle Star. Elle a regardé sur W9, après la Nouvelle Star, le best-of. Et après, t'as commencé à lire ça. Vous avez été énervé.
alors en plus, il ose mettre derrière qu'on va parler de la guerre d'Espagne. C'est une vaste fumisterie. Juste une chose, alors j'ai vomissé dans mes draps. Je continue que tu sois seul la nuit. Tu veux regarde la nouvelle star. Tu veux je te dise, c'est le plus gros choc psychologique que j'ai eu dans ma vie en littérature, puisque ça ne m'est jamais arrivé d'aduler autant un auteur. Et alors, ou bien il est mort et quelqu'un nous fait croire qu'il est encore vivant, et écrit à sa place. Non, j'ai des doutes, hein. Ou il ne l'a pas écrit. C'est excellent, ça. Quoi? C'est possible, hein. C'est très, très bon ce que tu viens de dire. Mais c'est possible, hein. Tu sais ou alors, le mec, il a Alzheimer, et la famille va encore faire du blé sur le nom de Russell Banks. Enfin, il y a quelque chose, faut qu'on m'explique. Alors, d'abord, faut peut-être pitcher, quand même, l'histoire. C'est très difficile. On sait pas ce que ça raconte. C'est difficile à Alors, pitcher, peut-être vous, Jean Benguigui. Non, c'est très difficile. C'est une histoire. Il y a 4 personnages principaux. Il y a une réserve des Adirondacks. Une grande réserve. Une grande réserve en cinémascope avec 2 lacs, où peu à peu les pauvres sont partis de ces paysages, sont devenus les domestiques des riches qui ont construit des belles maisons. Là, c'est le premier grand personnage globalisant tout, c'est ce paysage, ce site. Il y a 2 couples et une héroïne qui s'appelle Vanessa, dont on ne sait pas, on ne sait pas si elle est dingue, si elle est vraiment folle, si elle a vraiment été violée par son père ou pas quand elle était petite, c'est très compliqué. Donc, enfin, tous ces personnages, très, très riches, tout ça, tous ces personnages se mélangent. Il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des histoires d'amour, il va y avoir des trucs, et il va y avoir des départs, parce qu'un autre personnage très important. Aucun meurtre. Comment tu l'as pas lu? Non, il y a pas de meurtre. Tu l'as lu ou pas? Mais tu rigoles ou quoi? C'est un accident. C'est un accident, oui. C'est un accident. Parce qu'ils se bagarrent autour d'un fusil, et c'est tellement un accident qu'ils vont l'enterrer sans rien dire à personne. Le fusil tombe par terre. Le fusil tombe par terre, pourquoi? Mais parce que le mec essaie de lui arracher des mains. Voilà, parce qu'il y a une bagarre et qu'il y a de la violence là-dedans, ma pauvre fille. Alors, entre 2 vomis, tu aurais pu le lire attentivement. Je suis désolé. Elle a séquestré sa mère, effectivement. Non, mais ne racontez pas tout, quand même. Tout raconter l'histoire. Mais il y a des comportements. Christine, elle sait comment faire un meurtre sans qu'on l'accuse de meurtre. C'est un accident. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des situations extrêmes, tendues, des situations amoureuses, des situations de violence, des situations comme ça. Et il y a un autre personnage qui est très important, et c'est là où on voit que ce film a été carrément écrit pour le cinéma. Oui, ce livre a été, voilà, la prise est magnifique, on voit déjà l'adaptation cinématographique. Il y a 7 avions qui permet des vues de la réserve entièrement, qui permet de faire des zooms parce qu'il fait. Est-ce que vous avez aimé, vous, pas? Moi, les 2. Il y a des moments où je me suis ennuyé totalement et des moments où je trouve que Russell Banks n'est pas mort. Il y a encore des geysers littéraires là-dedans importants pour moi. Vous, Isabelle, alors? Alors, moi, je pense que si ce livre n'était pas signé Russell Banks, peut-être que y aurait pas cette discussion, parce qu'au fond, ce qui dérange Christine, c'est que ce soit lui qui l'ait écrit. Au fond, si c'était un auteur anonyme. Je m'en foutrais complètement. Non, tu t'en foutrais pas. Non, je trouve pas que ce soit mal écrit. D'abord, c'est traduit, donc après, bon. Non. Russell Banks, c'est très bien traduit. Mais en tout cas, c'est une histoire qui se tient. C'est effectivement extrêmement cinématographique. Je trouve que le cadre est vraiment intéressant. C'est-à-dire cette réserve qui est censée être une réserve, c'est effectivement le personnage, c'est-à-dire l'Amérique des trappeurs, l'Amérique sauvage, etc. Et qui finalement devient un truc complètement anachronique, parce qu'au fond cette vie-là elle n'existe plus, elle n'existe tellement plus qu'elle n'existe même pas dans la réserve elle-même, qui est aux mains des riches et dans laquelle il y a évidemment plus d'Indiens du tout, et il y a que des gens qui ont vécu là mais qui sont devenus des domestiques, et c'est une espèce de Walt Disneyisation des États-Unis, quoi. Ça, rien que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Les personnages sont hyper romanesques. Non, moi je trouve que c'est un hyper roman, c'est-à-dire hyper romanesque, presque cinématographique. Il y a pas grand-chose à faire pour l'adapter, et effectivement, on est loin de la littérature, et c'est pour ça qu'on reconnaît pas Russell Banks. Mais en tant que roman, moi, c'est pas mal. Voilà. Alfonsi. Alors moi, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est l'hydravion. Ça, c'est oui, vrai. bien ça, sûr. Alors là, il y a vraiment la façon dont il se pose, ça c'est formidable. Je suis pas aussi sévère que Christine, mais c'est vrai que c'est un livre qui est décevant. Voilà, c'est décevant parce qu'il aurait pu être formidable. On a oublié de parler d'un autre personnage vachement important, c'est le Hindenburg, le fameux Zeppelin. Le plus étonnant, je crois que ce type qui est en effet un immense écrivain, là, il a mis la barre trop haut. Parce qu'il a simplement essayé un mode narratif impossible. Vous savez dès le départ ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun suspense dans l'action, aucun.
Vous savez que le type va mourir en Espagne. Vous savez, bon, et vous vous imaginez, c'est le seul truc qui m'a surpris. Je croyais que la fille allait mourir dans le Zeppelin. Moi, je croyais que c'était voilà. Et ça, c'est le seul truc où vous êtes surpris. Elle meurt pas dedans. Bah merde. Bon. Tu viens de raconter la fin. Bon, mais il n'y a pas de fin. De toute façon, ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'il n'y a pas de suspense dans l'action un instant, puisque vous le savez, vous tout le long depuis le début du livre. C'est un procédé curieux, ça. Vous savez, mais c'est trop. Non, c'est dans Lost. Ils font ça dans la 4e saison de Lost. Je pense que c'est là où il se tire une balle dans le pied. Ouais, bon. Et en revanche, le seul suspense, c'est un suspense psychologique. Là où tu as raison, parce que je parle toujours en dernier, donc j'essaye de voir celui avec qui je suis le plus d'accord. Mais non, les yeux qui Laurent me laisse toujours parler en dernier. Non, attends, ça c'est le talent de Laurent. Jamais je ne parle avant la fin, ce qui me convient très bien. Je le vois se faire des cheveux pendant que vous êtes en train de parler. Je trouve le point le plus juste, c'est ce que vient de faire remarquer Philippe, c'est-à-dire que il y a un moment donné où il ne se passe quand même plus rien, il n'y a plus aucune surprise, et les personnages eux-mêmes, je ne serais pas aussi critique que toi, Christine, mais les personnages eux-mêmes ne sont pas intéressants. La petite Vanessa, enfant pourri, gâtée, c'est pas passionnant avec sa folie. Enfin, ça c'est très vrai. Tu trouves que c'est bien écrit ? Non, il y a un moment donné. Écoute, je vais vous faire, un coming out. Non, mais je vais faire un coming out. Je l'avoue. À ma grande honte, je n'avais jamais lu Russell Banks. Faut pas commencer par ça. Non, mais c'est terrible à dire parce que j'ai découvert ensuite qui c'était, j'ai vu son œuvre, puisque chaque fois c'est l'occasion, je ne l'avais jamais lu. Donc il faut commencer, si j'ai bien compris, par American Darling. De beau lendemain. Je vais l'acheter en sortant, je ne l'avais jamais lu, ce qui est c'est comme ça. On va résumer tout ce que vous venez de dire comme ça. Si vous aimez Russell Banks. Si vous aimez Russell Banks, ne l'achetez pas. Pas forcément prendre celui-là. Si vous ne connaissez pas, pourquoi pas, mais si vous ne connaissez pas, après tout, peut-être autant acheter un autre Russell Banks. Et American Darling, tout le monde dit du bien. Oui, mais et particulièrement conseiller de Beau lendemain, voilà, signé Russell Banks. C'est chez Actes Sud de toute façon. Merci pour ce débat violent qui donne finalement presque envie de lire le livre. Mais ça doit en donner envie, bien sûr. Donc c'est pas n'importe quoi ce truc. Voilà, quelqu'un qui est déjà sur la réserve elle aussi, c'est Monique Pantel dans un instant après la pub. C'est l'heure du cinéma avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Mon moineau est revenu sur mon balcon avec un petit mot. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Ce serait pas une chanson codée, ça? Mon moineau est revenu sur mon balcon. C'est pas une cravate de notaire, ça? Alors je parle quand même, Laurent. Dites, il n'y a pas beaucoup de films, évidemment, qui sont sortis en salle ce mercredi. Je les aime pas, alors je vais vous rendre malheureux. Mais parce que c'est Cannes en ce moment. Oui. Alors évidemment, il y a quand même un film, moi, que j'ai plutôt aimé, qui est sorti mercredi dernier. Alors évidemment, c'est un film un peu particulier, puisqu'il s'agit de, en fait, 6 différents petits films qui sont regroupés sous le titre Enfance. Vous n'avez pas aimé ça, Enfance? Je suis allée le voir au cinéma, j'étais pratiquement seule dans la salle, oui. Et j'ai été déçue, comme une affamée devant un repas qu'elle trouve trop maigre. Ah oui? Et puis ce matin, j'ai réfléchi. Oui. Ça m'arrive. Et je me suis dit que certaines histoires étaient vraiment révélatrices des talents à venir. Notamment celle de Fritz Lang. Voilà, parce qu'il faut expliquer que ce sont 6 petites histoires qui prennent un moment de l'enfance de 6 grands réalisateurs et que ce sont de jeunes réalisateurs contemporains qui ont réalisé ces 6 histoires destinées donc à nous donner un point de vue, un moment clé de l'enfance de Hitchcock, de Fritz Lang, Marc Bergman. Voilà, de Bergman et quelques autres dont j'oublie le nom, de Jacques Tati aussi. Jacques Tati, c'est très rigolo. Très réussi sur Jacques Tati. C'est très réussi, c'est très marrant. Et vous savez que je les ai connus, j'en ai connu beaucoup de ces gens. Évidemment. Et Fritz Lang, il m'avait donné une tapette. Pendant quelques jours, je me suis pas lavé le visage. C'est pas vrai. J'étais fière. Oh oui. Isabelle Motro, vous alors. Oui, moi j'ai bien aimé et je trouve que, en plus, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont choisi des petits déclencheurs, enfin des petites anecdotes de l'enfance du cinéaste qui sont censés éclairer son style. Et en fait, c'est souvent,
alors c'est des anecdotes authentiques, hein, et effectivement, c'est assez bien vu parce que c'est effectivement l'impression qu'on en a en tout cas. On peut raconter Tati, par exemple. Jacques Tati, c'est assez rigolo. C'est une photo de classe. Ça commence comme ça, le court-métrage, parce qu'en fait, ce sont des 6 petits courts-métrages. Ça fait une dizaine de minutes. Voilà. Et Jacques Tati est sur avec les copains de son école, de sa classe, en train de faire la photo. Il y a le professeur qui est assis à côté de la classe, comme sur toutes les vieilles photos traditionnelles. Et le photographe est embêté parce que quand on voit le cadre de la photo, il n'y a pas la tête de Jacques Tati parce qu'il est beaucoup plus grand que les autres. Il est au dernier rang. Et il n'y a pas la tête. Ce qui est effectivement du Tati. Donc on voit la tête de tous sauf celle de Tati. Alors le photographe dit ça va pas. Alors il demande à Tati de passer devant. Donc il y a tous les élèves qui sont d'un seul coup qui se décalent. Enfin ça donne déjà une filmographie, une scénographie assez rigolote. Donc il passe devant. Puis là ça va pas non plus parce que il cache celui de derrière. Puis il est trop grand par rapport aux autres. Alors là après d'un seul coup le photographe installe une chaise de l'autre côté. Puis il fait asseoir un peu comme en parallèle du professeur. Mais le professeur dit ah non c'est hors de question. On ne peut pas l'asseoir sur une chaise comme un professeur. C'est un élève. Finalement il y a une histoire avec une jeune fille. Il s'en va. Et puis au bout d'un moment il revient au loin. Puis là le photographe le voit revenir au loin. Puis il dit stop. Et alors il est à 10 mètres derrière tous les autres. Mais il rentre dans le cadre. Il rentre dans le cadre. Voilà, rien que ça, c'est du génie, quoi. Voilà. C'est génial. C'est extraordinaire. Alors je sais plus quel est. Alors celui-là, ce sont deux jeunes réalisateurs israéliens ou libanais qui s'appellent, je connais pas par cœur. Ça doit être Khalil Jorej et Ismaël Ferrouki. J'ai pas été invité. Voilà. C'est Khalil Jorej et Ismaël Ferrouki. Exactement. Isabelle. Oui, mais est-ce qu'elle a vu le journal d'une babysitter, Monique? Ah non, j'ai pas pu y aller parce que j'avais trop de films à voir. La radio, elle a rien vu. Ça, c'est Christine, hein, c'est Christine Bravo qui te dénonce, Monique. J'ai lu partout que c'était idiot. Pourquoi voulez-vous Ah non, c'est pas du tout idiot. C'est très bien fichu, journal d'une babysitter. Bah dis donc, c'est pas ce qui est écrit dans les journaux. Ah bah oui, mais faut pas croire forcément ce qui est écrit dans les journaux. Non, c'est ce qu'ils m'ont dit à la projection d'enfance. Les gens m'ont dit, il faut surtout pas écrire ce qui est écrit dans les journaux. Ils ont été très déçus, voilà. Cleaner, le film avec Samuel L. Jackson, ça vous l'avez vu? Samuel Jackson, il est sympa, hein? Oui. J'étais content de le voir. Il est nettoyeur dans le film, il est nettoyeur des scènes de crime. Et merde, on l'envoie sur une scène d'un crime particulièrement sanglant, il lave tout, le sang, les bouts de machin, il enlève les bouts d'os, il enlève toutes les traces. Et moi je me dis, mais que va faire la police sans indice? Et lui il comprend qu'il a été piégé, il est bien emmerdé, moi aussi, parce qu'après j'ai plus rien compris. Oui, c'est un peu ennuyeux. Moi je l'ai vu aussi ce film. C'est un peu esthétique, faut dire aussi, voilà. Mais voilà, on peut s'en passer. Propre. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Motro? Propre. Oui, non, c'est un peu efficace. C'est le thriller efficace qu'on aura plaisir à regarder le dimanche soir à la télé quand il va pleuvoir en septembre. Je l'ai regardé un dimanche soir, moi. Et il pleuvait? Il pleuvait pas, c'est pour ça. Sous les bombes. Alors ça, on en parle beaucoup de ce film. Alors ça, c'est le meilleur, évidemment, le meilleur film de la semaine. Ah non. C'est Sous les larmes. Ah, moi, je l'ai vu en pleurant. En 2006, une jeune femme qui vit à Dubaï, elle vient chercher son fils dont on n'a pas de nouvelles au Liban. Il vivait avec sa tante qui est morte, elle le cherche partout. C'est avec une simplicité et un réalisme bouleversant. On suit son périple angoissé pour retrouver le petit. Elle est aidée par un chauffeur de taxi magnifique, il est brun, sec. Il a le regard doux, il aide de tout son cœur jusqu'à l'insupportable dénouement que je raconterai pas. J'ai pleuré énormément. C'est très beau et c'est très triste et c'est la guerre qui continue. C'est épouvantable. Bon, bah écoutez, en tout cas vous le conseillez, Sous les bombes, Isabelle. De Philippe Aractingy qui avait fait déjà un film il y a 2 ans sur le Liban, sur son pays donc, et qui racontait l'histoire les tribulations d'une troupe de comédie musicale comme ça, libanaise donc à travers le pays, et c'était déjà l'occasion de découvrir à quel point il aime son pays, ce type-là, et comment il sait le filmer sans jamais tomber dans le lamento, quoi. Ben Guigui. Moi je trouve au contraire, j'ai vu ce film dans un festival. J'étais juré du festival du film méditerranéen à Bruxelles, et je trouve au contraire c'est lamento, et super lamento. Je trouve l'actrice absolument horripilante dans sa robe assez chic comme ça, et puis mais c'est ça qui l'oppose au chauffeur de taxi. Elle a un jeu totalement surligné, on dirait de l'Irène Papas à l'ancienne, tu sais, de choses. Oui, exactement, comme ça. Et il y a une chose qui m'a gêné, c'est d'utiliser des décors, parce que pour moi c'est pas un documentaire,
Tu vois, C'est entre les c'est pas un deux, oui. documentaire. Donc, te filmer dans les ruines encore chaudes des bombardements israéliens, je trouve pas ça très Non mais élégant. attends, Tu comprends alors pour l'histoire Voilà. du film, Et ça, c'est pas bien. Non, Pourquoi mais si pas c'est bien. Est-ce qu'il y a Non, mais encore du justement, cinéma possible à Beyrouth? Non mais justement, Moi, tu- je l'ai vu aussi et j'ai trouvé ça réussi. Non, mais attends, il y a un truc très important à dire. Mais pourquoi Non, tu il y dis a que un c'est pas truc, bien? il y a un truc très pas important né. à dire, c'est que Arak Tanji, quand il a commencé son tournage, il est allé au Liban. Après la guerre, donc, et il a modifié le scénario en fonction de l'endroit où il se trouvait. Donc, c'est pas un documentaire, bien sûr, il y a une fiction qui Mais intervient. il y a des vrais personnages qui ont vécu les bombardements, qui parlent et qui jouent Voilà, dans le film. mais voilà, c'est pour ça que quand tu dis il s'en sert, etc. On non, est en justement, retard. il s'adapte. Allez, ça s'appelle Mais c'est Sous ça, les bombes, c'est vous ça, pouvez le y cinéma aller. libanais, il Semi-pro, travaille sous les bombes. semi-pro. Alors c'est complètement idiot, mais pour pas dire con. Mais moi, comme je suis pas bien maligne non plus, par moments, ça m'a fait rigoler. C'est drôle. Ah, c'est un Oui, film oui. sur le basket, plutôt rigolo, dans Oui, le oui, style. oui. Moi, ça Will- m'a fait rire. Avec Will Ferrell, il y avait eu la même chose sur le patinage. Ouais, Bon, c'est un film de genre rigolo. Hein. Et Ah, quand c'est il- super lourd et très c'est lourd, hein. parfois très drôle. Allez, on va retenir pour ceux qui aiment rire semi-pro, Sous les bombes, parce que quand même, ça doit être intéressant de le voir. oui. Le journal d'un babysitter. Ouais, c'est bien le journal d'une babysitter. Non. Si, c'est beaucoup mieux que ce qu'on croit. Non, franchement, faut y aller. Et pour ceux qui aiment le cinéma, Enfance, voilà 6 courts-métrages sur l'enfance de grands réalisateurs. Je voudrais vous signaler que c'est la fête du grenier à pain, ce week-end, la fête du pain. Vous avez... si. Bonne fête, Bonne fête, Pimpin. Bonne fête, Pimpin. Bonne fête. La fête du... C'est aussi la fête du nautisme. Alors ça, c'est dans tous les coins. Oui, pas de l'autisme. Hein. Non, Oui, du j'ai cru que c'était nautisme. la fête du nautisme. Dans tous les coins de France. Bonne fête, l'autisme, alors. Non, mais vous pouvez aller On prendrait bien un bout de pain. à Ouistreham, au Cap d'Agde, à Hyères, sur le lac du Bourget, à Aix-les-Bains, voilà, en Flandre, à Gravelines, au Sable d'Olonne, voilà, la fête du nautisme ce week-end. Vous signalez aussi dimanche la marche contre la leucémie avec l'association Laurette Fugain. Ouais. Vous pouvez donner votre sang, vos plaquettes de la moelle osseuse pour vaincre la maladie, et c'est sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Paris 4e. Le départ de la marche est à 14h30 avec un grand concert gratuit à 17h. 17h, concert gratuit parvis de l'Hôtel de Ville avec M. Pokora, Chérif Alouna, Jean-Marie Bigard, Laurent Baffy, Morane, Mimi Mati et quelques autres. Association Laurette Fugain. Et puis n'oubliez pas, samedi soir, la nuit des musées. De quoi remplir votre week-end à lundi sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.